bonsoir à vous tous et à vous toutes pour ce 10e webinaire que nous organisons au niveau de la RS Île-de-France consacré à la chirurgie depuis l'été 2020. Nous avons choisi un sujet assez innovant quand même si la chirurgie assistée par robot n'est pas une procédure nouvelle. Mais c'est quand même innovant, je pense, pour les équipes chirurgicales et également pour les patients. De telle sorte qu'au niveau de la RS Île-de-France, il y a maintenant presque 2 ans, nous avons créé un groupe de travail spécifique sur la chirurgie assistée par robot. Nous avions prévu un colloque, un peu de synthèse au mois d'avril 2020. Et puis, nous avions prévu un certain nombre d'actions et notre épidémie est arrivée. Donc là, on se retrouve ce soir pour redémarrer avec des modérateurs qui vont animer parfaitement cette réunion. Donc, il y a Elena Kissler qui représente la Fédération hospitalière privée, Alice Jaffray qui représente la Fédération hospitalière de France et Daniel Benamouzik qui est sociologue, qui est directeur de recherche au CNRS, qui est également titulaire de la chaire Santé de Sciences Po. Et cette dimension sociologique, comme vous le savez, a un rôle tout à fait important en santé et dans cette nouvelle technique, et par ailleurs qui est membre du comité scientifique Covid-19. Donc, merci à vous trois de piloter ce webinaire. Et je vous passe la parole. Bonsoir. Je vous propose de rentrer dès à présent dans le vif du sujet avec le professeur Morgane Roupré, qui est chirurgien urologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui est aussi pilote du G10, qui est le groupement des 10 sites utilisateurs du robot à la PHP. Et il va nous présenter un état des lieux des indications validées en chirurgie mini-invasive assistée par robot. Je vous remercie, Madame Kissler. Je dois juste dire en préambule que j'anime ce groupe avec Thomas Blanc, que vous verrez intervenir plus tard dans le séminaire. C'est important de dire qu'on partage cette tâche parce qu'elle est ardue. Donc, vous m'avez demandé de parler de ces sujets d'indications validées en chirurgie robotique. Et donc, je vais reprendre un petit peu les choses, même si certaines informations pourraient être redondantes avec celles qui seront véhiculées un petit peu plus tard. Ce n'est pas grave. 100 fois sur son métier, il faut remettre son ouvrage. Donc, la France n'a pas à rougir. 3e pays au monde en nombre de systèmes robotiques installés avec aujourd'hui plutôt 170 plateformes robotiques installées en France, 90% des CHU français qui ont construit un programme de chirurgie robotique et la répartition qui est globalement public-privé de 50-50. Une histoire de la robotique qui fait qu'on a eu un seul interlocuteur depuis des années qui a été cette firme qui s'appelle Intuitive et dont le robot, c'est un peu comme les smartphones pour Apple, a évolué. Et ben, les smartphones évoluent, les robots évoluent et donc on est à la dernière génération robotique du même fournisseur. Il faut bien comprendre que là, on est à la croisée des chemins en 2021 puisque d'autres fabricants de robots arrivent dans les blocs opératoires. Ça n'est pas encore tout à fait le cas, bien qu'un autre robot ait été installé en région parisienne à Argenteuil assez récemment, ce qui veut dire que la réalité… Alors vous entendez peut-être un hélicoptère décoller, je suis désolé, c'est le SAMU. Et donc la réalité, c'est que de nouveaux opérateurs viendront, mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des indications validées dans cette thématique-là. Alors, la Pitié-Salpêtrière n'est pas la France et pas le monde, loin s'en faut, mais c'est là que je travaille. Donc, une photo de l'équipe dans laquelle je suis, 14 chirurgiens, désormais avec 5-6 opérateurs utilisateurs du robot. Et pour notre site, vous voyez que les activités réalisées sont plutôt des activités d'urologie et des activités de gynécologie. Et dans une 3e vague, avec l'installation des nouveaux systèmes, a permis l'éclectisme chirurgical et l'arrivée de nouvelles indications qu'on appelle la chirurgie digestive. Et on verra un petit peu en détail ces indications. Mais ce qu'il faut comprendre, à la Pitié, comme dans le reste du monde, que les plus gros utilisateurs de ces plateformes robotiques sont en premier les gynécologues et en second les urologues. Et puis aujourd'hui, des champs d'indications de chirurgie robotique sont en train de s'ouvrir avec des énormes parts de marché à gagner en chirurgie thoracique et en chirurgie digestive. Il y a d'autres indications, je vais vous les décliner. Thomas Blanc est là, donc il représente la chirurgie infantile. Il y a évidemment d'autres indications, mais voici les grosses parts de marché aujourd'hui. Alors, la PHP construit un programme autour des universités qui l'animent dans les centres hospitaliers universitaires sur le soin, la clinique et l'activité de recherche et d'enseignement, avec un certain nombre de systèmes qui sont installés. Aujourd'hui, on peut en compter 13 avec plusieurs vagues successives et notamment 9 de toute dernière génération, ce qui a permis de créer le G10.
voici les disciplines qui utilisent le robot à la PHP, structure dans lesquelles on évolue. On m'a demandé aujourd'hui les indications robotiques. Et une fois de plus, je ne vais pas me cantonner à la PHP. C'est là que je travaille. Donc, je parle de ce dont je connais parce que c'est important de comprendre dans ce séminaire qu'il y a divers observateurs du robot et c'est bien aussi de vous faire le rendu de la part de l'utilisateur que je suis parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du robot mais peu de gens qui en parlent et qui en font en même temps et donc j'ai la prétention de faire partie de cela et donc les disciplines représentées c'est l'urologie, la gynécologie, le digestif, le thoracique, l'ORL, la pédiatrie, bien entendu, RDB étant Robert Debré, mais les pionniers en thoracique, c'était Necker, et ça tombe bien que Thomas Blanc soit là ici. Si vous voulez l'évolution des disciplines utilisatrices et des indications de robots à la PHP, c'est des indications qui sont communes dans le monde entier. Vous voyez à la PHP qui ne reflète pas, je vous ai dit que les gynécologues étaient les plus grands utilisateurs dans le monde, eh bien, à la PHP, ce sont les urologues qui détiennent à peu près au début, plus de 2/3 des vacations de robotique et maintenant, on va dire un peu plus de la moitié avec les gynécologues qui reprennent 19%, les digestifs 16% d'activité robotique, 9% en thoracique et puis le reste, on va dire 4%. Donc, il faut comprendre qu'on est sur des volumes de 3 à 4 000 interventions de chirurgie robotique par an pour donner une vision d'ensemble à celles et ceux qui nous écoutent. Voilà les indications qui sont validées par la EMA. Donc, il y a une agence des médicaments américaine qui s'appelle la FDA. Il y a une agence européenne, on l'a vu pour les vaccins anti-Covid qui s'appelle EMA. Eh bien, il y a une labellisation européenne et on peut utiliser le robot dans certaines indications. C'est ce qu'on appelle la labellisation CE. Et donc, en fait, on peut décliner un certain nombre d'indications par discipline qui sont validées. Les autres ne peuvent l'être que dans le cadre de protocoles de soins ou de protocoles de recherche, selon la loi Jardé. Donc aujourd'hui, en urologie, vous avez une liste exhaustive des procédures. Grosso modo, il faut comprendre que les indications phares, c'est la prostatectomie totale pour cancer, la cystectomie pour cancer, la néphrectomie partielle. Je ne vais pas vous faire un catalogue exhaustif et fastidieux dès le début du séminaire, quitte à vous lasser et que vous zappiez sur un autre séminaire, ça me ferait de la peine. Tout ça pour vous dire qu'on est de plus en plus polyvalent, éclectique et que ces diapositives vous seront données pour ceux qui le demandent, j'allais dire en post-opératoire, après le séminaire. Mais l'urologie, donc, est un vecteur pourvoyeur de nombreuses indications. L'autre chose, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la gynécologie, avec évidemment l'hystérectomie et notamment le développement de l'ambulatoire pour des indications bénignes ou malignes, avec des protocoles de recherche actuellement en cours à la PHP. Mais là, ce sont des indications qui n'ont rien à voir avec la PHP, ce sont les indications labellisées qui rentrent dans l'ombrelle du topo qu'on m'a demandé de présenter pour aujourd'hui. L'écurage, bien entendu, l'annexectomie, cystectomie et les paramètres. Tous ces termes sont en anglais pour la simple et bonne raison que c'est la labellisation de l'agence européenne à ce sujet. Donc, onglet bleu, l'urologie, onglet vert, la gynécologie, l'onglet violet, qui est plus large, c'est l'onglet de la chirurgie digestive et générale. Pourquoi cet onglet est aussi prolifique, est aussi dense ? Parce qu'il n'y avait pas d'indication auparavant, tout simplement parce que les robots ne permettaient pas d'aller dans des champs anatomiques aussi variés et divers que ceux sur lesquels opèrent les chirurgiens digestifs. Et surtout, nous n'avions pas l'articulation de la table opératoire avec le système robot, ce qui est le cas dans la dernière génération. Mais ce qui veut dire que quand on va acquérir une plateforme robotique, il faut incrémenter dans les coûts du robot et des consommables le coût de la table chirurgicale qui s'articule avec le robot, ce qu'on appelle les tables Trumpf, et qui coûtent elles-mêmes 200 000 € en plus. Et donc, c'est bien de le savoir avant et pas de le découvrir a posteriori. Sinon, c'est comme un jeu de Noël un peu tronqué où on est déçu de ne pas pouvoir l'utiliser complètement. Et vous voyez que les indications en chirurgie digestive et en chirurgie digestive au sens large, digestive endocrinienne, hépatique et colorectale, sont immenses. Et donc, aujourd'hui, on estime qu'en implantant 1 ou 2 robots de plus dans la structure dans laquelle je travaille, Assistance publique hôpitaux de Paris, on pourrait couvrir 35 à 40% de la chirurgie colorectale robotique de France, des indications par l'activité robotique. Donc, vraiment un champ qui va être très important pour les développeurs de robots dans les années à venir, puisque, on va dire que les urologues et les gynécologues sont quasiment à saturation pour le moment et ne développent pas davantage. La chirurgie ORL, et donc, ça a l'air moins évident intuitivement, j'allais dire, sans lien avec celui qui fournit le robot, d'utiliser cette plateforme dans cette indication-là, ça a l'air moins évident.
mais un certain nombre de collègues ont développé les indications sur la thyroïde, sur l'ablation de la base de la langue, les indications carcinologiques. Donc la chirurgie ORL rentre dans les indications labellisées de chirurgie robotique aujourd'hui, avec des volumes et des files actives qui sont toutefois un peu moindres. Enfin, la thoracique, sur laquelle je me permets d'insister, parce que depuis la dernière génération de robots implantés dans nos infrastructures hospitalières, on a vu avec quelle vélocité et avec quel atavisme les chirurgiens thoraciques se sont emparés de ces outils robotiques. C'est très important de comprendre que la chirurgie supra-abdominale va s'engager très rapidement, médiastinale, pulmonaire, thoracique, œsophagectomie par la voie transthoracique. On revient un peu sur le digestif. Et donc, c'est vraiment les deux grands axes de développement majeurs que j'aimerais souligner ce soir à la lumière des propos que je tiens, parce que l'uro et la gynécologie, je pense que c'est une surprise pour personne. Et alors enfin, parce que pour finir la boucle, en fait, les robots avaient été développés initialement pour les chirurgiens cardiaques et malheureusement, j'allais dire, ça se réduit comme peau de chagrin. Il reste quand même quelques indications toujours validées en chirurgie cardiaque dont on ne sait pas si elles vont se pérenniser à travers le temps. Et aujourd'hui, eh bien, ces utilisateurs pour lesquels les robots et les plateformes robotiques avaient été développés sont ceux qui les utilisent probablement le moins. Peut-être est-ce une histoire qui mérite d'être contée dans l'autre sens, mais la réalité, elle est celle-là. Et donc, c'est important de souligner qu'il reste des indications, qu'elles restent labellisées, mais qu'on ne sait pas dans quelle mesure elles vont être pérennisées. Quelques mots, enfin, sur la migration des activités pour les établissements équipés d'un robot. En général, c'est un choix d'une équipe, et on voit en prostatectomie, en urologie, par exemple, pour la néphrectomie, la prostatectomie, que les hôpitaux équipés d'un robot vont faire un switch entre leurs indications opératoires de chirurgie incisionnelle traditionnelle ou laparoscopique vers la plateforme robotique. En général, c'est le choix d'une équipe. Et la migration ne se fait pas de but en blanc et du jour au lendemain, mais il y a un switch progressif sur le recrutement, j'allais dire, de ces malades. Et ce sont des données observées sur les bases PMSI qui sont assez singulièrement démonstratives. Quid de l'adoption des systèmes robots en urologie, toujours, la courbe d'adoption par pays. Vous voyez que dans des petits pays avec des systèmes de santé très étatisés, très organisés, très structurés, on peut avoir des indications très sérieuses sur des périmètres très simples. Les Pays-Bas, la Suède représentent bien ça. Néanmoins, au Royaume-Uni, où il y a le NHS qui maille tout le territoire, on voit aussi qu'il y a un taux d'adhésion qui est important. Et probablement l'origine de ce séminaire, tel que l'a présenté Henri Jean-Philippe, c'est très important de montrer qu'en France, certes, il y a une adhésion, mais qu'elle n'est pas massive et globale, et elle se fait un peu avec retard. Et donc, c'est important que cette prise de conscience ait lieu de façon globale. La néphrectomie partielle robot assistée, on voyait courbe d'adoption par pays. Vous voyez que le switch en France reste quand même timide, modéré, et qu'évidemment les centres qui en ont les utilisent, mais qu'effectivement on peut rebattre les cartes entre les équipements robotiques, les seuils, le volume d'activité et les files actives des malades. Les durées moyennes de séjour, quelques chiffres, prostatectomie à gauche, néphrectomie partielle à droite, on voit une réduction des durées moyennes de séjour. Vous voyez en bleu tout en haut la célioscopie qu'on va qualifier de traditionnelle, en bleu ciel le robot au milieu et les parts d'activité, et puis en la chirurgie incisionnelle ouverte en vert. Et vous voyez que les durées moyennes de séjour sont réduites avec la possibilité d'indication en chirurgie ambulatoire, donc ce qui est très, très important. Et donc aujourd'hui, ce qu'on retiendra finalement, les deux indications phares en urologie, c'est cancer de la prostate et cancer du rein, haut appareil urinaire, préservation du rein et ablation de la tumeur. En digestif, colectomie, résection rectale. Et là, vous voyez aussi les parts d'attribution en fonction des différents. Et vous voyez à quel point la chirurgie, j'allais dire, robotique est encore anecdotique dans ces indications, puisque vous voyez que les parts sont prédominantes pour la célio et la laparotomie. Hystérectomie maligne en gynécologie qui reste une indication massive et vous voyez les migrations entre 2010 et 2019. Mais enfin, attention, le robot ne couvre que 16% des indications sur le territoire national. Et pour les lobectomies pulmonaires, vous voyez les parts de marché du robot entre 2014 et 2019 en gris, on passe de 2 à 10%. Donc c'est
certes une prise de conscience, certes une utilisation, j'allais dire, en croissance exponentielle, mais ce n'est pas non plus une utilisation massive sur le territoire. Et c'est probablement, une fois de plus, l'objet de nos conversations aujourd'hui, pour mettre en lumière ces plateformes qui, certes, s'installent et progressent, mais qui méritent toute notre attention, tant sur la formation, sur l'évaluation du soin et sur la recherche clinique. Voilà les messages que je voulais vous faire passer en termes d'indications. Je pense avoir tenu le temps qui m'était imparti et je laisse la parole à celui ou celle qui doit me succéder et je répondrai à vos questions à la fin du séminaire. Merci. Merci professeur. On voit bien la dimension de progression et une dynamique dans le temps. On va voir maintenant comment tout ça se décline à l'échelle territoriale en Île-de-France avec une intervention du docteur Jean-Claude Couffignal qui fait partie de ces chirurgiens thoraciques dont vous avez dit qui s'emparaient en quelque sorte très activement de ces nouvelles technologies. Le docteur Couffignal est chirurgien thoracique au CH d'Argenteuil, si je comprends bien, qui est le seul CH qui a un autre type de matériel, ce qui est aussi un point à relever. Et je lui laisse tout de suite la parole en soulignant qu'il est membre de l'Académie de chirurgie, qu'il est très actif dans la diffusion de ces robots et qu'il est aussi membre du groupe robot, du groupe thématique chirurgie de l'ARS Île-de-France. Je vous laisse la parole. Voilà, j'avais comme sujet la cartographie. D'ailleurs, j'ai écouté avec beaucoup d'attention mon collègue avant et qui est parfaite harmonie avec toute sa présentation. Voilà, la cartographie, il y a une contextualisation à donner, c'est-à-dire c'est une réflexion beaucoup plus de politique de santé par rapport à l'exposé qui nous a été fait. Et cette réflexion a débuté à l'Agence régionale de santé pour l'élaboration du PRS2, sur lequel il y a les valeurs importantes comme la pertinence des soins, la démocratie sanitaire, la territorialisation et bien sûr l'efficience économique. Ce sont des choses que l'on regarde pour qu'il y ait une espèce d'équité sur le territoire et une offre de soins qui soit cohérente. La cartographie des établissements franciliens, on a réalisé une carte d'identité des contextes chirurgicaux avec un questionnaire très important sur les relations humaines, l'organisationnel, les activités, les autorisations, et fait des analyses quantitatives et qualitatives des activités avec une recherche, c'est ce qu'on cherchait à l'ARS à cette époque, non pas seulement des performances, de voir s'il y avait des critères de fragilité et des risques, je veux dire, pour l'offre de soins et pour notre système de soins. Donc, quand on a fait ce travail avec François Richard, on a vu une inégalité très importante de répartition de l'implémentation robotique. C'est un des éléments qui a attiré notre attention et c'est celui qui fait l'objet de la présentation de ce soir. Didier Jaffre, donc l'ARS, m'a proposé une mission pour laquelle j'ai fait un rapport. J'ai été accueilli à l'ARS et ce rapport a été fait et il était surtout à la recherche des impacts. Voilà, la méthodologie, je vais rattraper le temps perdu. L'objectif en termes d'offre de soins chirurgicales, c'est tout ce qu'on va voir, ce qui a déjà été présenté, en partie. C'est l'analyse globale, le nombre de robots, la densité robotique, la comparaison des activités et le taux de chirurgie ouverte, c'est ce qui va être présenté après. Mais c'était surtout un objectif en termes de santé publique, de voir si la démocratie sanitaire posait un problème et qu'est-ce qui se passait pour construire la territorialité. L'outil traceur, ce qui a été pris pour cette discipline et pour ce travail, c'est la prostatectomie radicale pour cancer. Vous avez vu que c'est l'utilisation la plus importante du robot. Donc, cette période a été un peu difficile pour faire cette étude, puisque cet acte n'était pas codifié à la CCAM. Et beaucoup d'informations venaient par l'interrogation directe des établissements et d'Intuitive. Suivante. Alors voilà, ça c'est la petite histoire de la robotique de l'Île-de-France. C'est intéressant parce qu'on voit la courbe d'implémentation. Vous avez à gauche les pionniers. Alors à l'assistance publique, il y en a 3, hein, voilà, qui étaient effectivement Georges Pompidou, qui a été Mondor, et je tiens à dire, voyez en bas, Claude Abou a fait les 2 premières prostatectomies
à Mont-d'Or en 2000, je veux dire, ce qui est passé quasiment inaperçu, et ça a été le début de toute la grande aventure robotique. Les Américains s'en sont saisis et ont fêté ces 20 ans, ce qu'on n'a pas fait en France, et c'est un peu dommage. La Pitié avec François Richard a eu aussi rapidement un robot, et puis on voit les trois ESPIC en vert qui ont démarré très rapidement, hein, que ce soit Saint-Joseph, Foch et la Croix-Saint-Simon. Ensuite, on a une courbe progressive avec des implémentations progressives. La paix, comme l'a dit le professeur Roupré, ben voilà, elle était un peu dans l'urologie, etc., avec l'apparition de Necker, qui est le point bleu au milieu. Et puis voilà, 2019, après un peu une crise, hein, chirurgicale à la paix, avec le rapport de mon ami Laurent Hanoun, une décision de François Crémieux et cette implémentation que vous voyez, les 9 points bleus qui sont là et qui permettent à la paix d'être aujourd'hui un acteur très important dans la robotique d'Île-de-France, en soulignant que ce G10 confié à des chirurgiens jeunes et dynamiques vraiment a une action excessivement importante dans le développement de la robotique et de rattraper une place très importante pour l'assistance publique. Donc, le volume, à peu près pour une année, c'est entre 5 et 6 000 actes robotiques. On peut passer à la suivante. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir en termes d'offres de soins ce qui se passe. Vous avez les 4 offreurs de soins à la gauche, vous voyez, les cliniques, la PHP, la GHT, les ESPIC. Et on voit les parts de marché dans cette chirurgie. Vous voyez que la part des cliniques est importante, que la PHP, les GHT se répartissent un peu à moitié avec un avantage à la PHP, et une part beaucoup plus petite pour les ESPIC. Mais quand on regarde le nombre de robots et l'activité robotique, on s'aperçoit que voilà, ces ESPIC, qui n'ont que 11%, ont 37% de l'activité robotique, donc je veux dire une part très très importante. La paix avait une part faible avant ce nouvel équipement. Elle tient une place très importante maintenant. Et les cliniques n'ont, j'allais dire, que 19% par rapport à leur part de marché. Si on regarde en dessous, on regarde privé et public, là, en mettant les ESPIC et les cliniques ensemble. Part de marché 64%, ils font 66% de l'activité robotique, en sachant que c'est principalement les ESPIC qui font cette activité. Et pour le public, 44%, mais le public, ça fait 36%, mais les GHT ne sont pas inclus. Dans les types d'établissements, la moyenne des actes dans les cliniques, c'est 87. Dans la PHP, je n'ai pas le détail, je ne peux pas mettre les écarts, c'est 192, et les ESPIC, 300. Donc, on voit qu'on a une utilisation très différente, je veux dire, avec un maximum d'efficacité sur les ESPIC actuellement. Je parle de gouvernance parce qu'on parle un peu de politique de santé. On comprend très bien que la PHP a une gouvernance centralisée avec des décisions importantes qui a permis de faire ce saut très important en 2019. Pour les ESPIC, je veux dire, il y a une action très importante depuis de nombreuses années pour arriver à une offre de soins très cohérente et très moderne. Et surtout, ces ESPIC travaillent. Oui. Bon, alors, suivante. Voilà la répartition des robots en Île-de-France. Vous voyez cette densité très importante de bleu qui correspond à la PHP et le rouge pour le privé. On voit nos verts qui sont les ESPIC. Voilà, suivante. Et vous voyez que comme pour la grande couronne, le petit triangle rouge, bien voilà, c'est de l'activité privée et qui est effectivement beaucoup moins importante que dans la petite couronne et Paris. Suivante. Voilà, quand on regarde les densités robotiques, on s'aperçoit qu'il y a effectivement 2 zones qui sont très importantes dans leurs différences. Hein. Cette partie de ces 4 départements et ces 4 autres départements où il y a vraiment une différence robotique, d'implémentation robotique importante. On pourrait dire c'est pas grave, hein, il y en a où il y en a beaucoup, il y en a où il n'y en a pas. Est-ce que ça change quelque chose? Suivante.
Alors, déjà, on s'aperçoit que ces deux zones, ça correspond, la zone 1, une grosse densité, c'est la zone où il y a peu de précarité ou moins de précarité, et la zone la moins robotisée est celle où il y a une précarité importante, voilà, au nord, la partie nord de Paris et une partie du 91 avec, vous voyez, cette différence de densité robotique suivante. Mais surtout, l'élément important, c'est que est-ce que ça a des conséquences? C'est ce qu'on a cherché. On a bien vu qu'il y a une différence d'accès robotique pour les deux, à l'activité robotique, mais est-ce que ça a des conséquences? En prenant le marqueur de la prostatectomie radicale, on voit deux choses qui sont importantes. L'une qui est très importante en offre de soins, c'est véritablement l'existence d'une différence au mini-invasif avec un taux 3 fois plus élevé de chirurgie ouverte dans ce territoire, qui est quand même un élément important de différence de soins. Et une DMS, comme l'a montré le professeur Roupré avant, relativement importante. Ça, c'était en 2018. On s'aperçoit actuellement qu'il y a plus de 3 jours de différence entre la chirurgie ouverte et la chirurgie mini-invasive et principalement robotique. Suivante. Alors, les conclusions, c'est que le faible accès à la robotique pour 45% de la population, c'est-à-dire à peu près 6 millions d'habitants qui sont dans ces zones, il y a un gros problème. La territorialité, il y a une fuite territoriale, on le voit très bien quand on suit la provenance des patients dans les lieux d'intervention, et qui fait qu'il y a des risques, mais elles sont faites, de perte d'autorisation de chirurgie des cancers pour les établissements privés, certains établissements privés et publics, et des départs de chirurgiens vers les centres robotisés, une désertification qui va, de toute façon, cette destruction de la territorialité vient tout à fait à l'encontre de la politique de santé qu'on essaye de mettre au point. La démocratie sanitaire, la pertinence des soins, ce territoire a un taux inférieur, très inférieur de chirurgie mini-invasive, un taux de recours à la chirurgie ouverte 3 fois supérieur et une DMS qui doit être allongée de plus de 3 jours. L'efficience économique, sur coût annuel, pérenne, eh bien plus 6,6 millions, parce que si on fait la différence des DMS, on s'aperçoit qu'on gagne du temps. Je termine. La suivante. Voilà. On voit bien qu'il y a deux groupes, je voulais bien l'expliquer. C'est une méthodologie qui est vraiment très utile parce qu'on peut poursuivre les flux de patients et de voir entre les établissements équipés et non équipés la différence sur les activités. Et je pense que c'est l'objet de la présentation suivante. Et je pense que pour les tutelles et aussi bien pour les décideurs des autres établissements de santé, je pense à beaucoup de cliniques, qu'il est temps d'accélérer l'implémentation robotique raisonnée en Île-de-France pour maintenir les valeurs de notre système de santé, c'est-à-dire la correction des inégalités pour les patients et pour les chirurgiens, car on est en train de créer deux types de chirurgiens, les robotiques et les non-robotiques, et ce n'est pas de leur faute, hein, c'est des très bons célioscopiques, et je veux dire, ben voilà, parce que les décideurs n'achètent pas le robot ou n'ont pas une politique robotique, eh bien, ils voient leur patients s'en aller. Et le maintien de l'offre de soins chirurgicales territoriale, ça c'est très important, en assurant un gain financier important, parce que la réduction de la DMS, ça paye très largement l'implémentation des robots. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la présentation suivante. Docteur Daniel Simon, vous êtes référente cancer au sein de la direction de l'offre de soins de l'ARS Île-de-France et vous allez nous présenter justement l'impact en termes d'activité des robots. Donc, vous êtes allé fouiller dans le PMSI pour voir un peu ce qui se passait à la fois au global et également sur certains actes avec des résultats très intéressants, parfois un peu contre-intuitifs que vous allez nous commenter. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci à vous. Donc, il faut déjà que j'arrive à afficher ma présentation. Donc, je vais donc vous présenter donc quelques éléments d'activité. Donc, d'abord des données d'évolution sur la chirurgie globalement et la célioscopie. Ensuite, on regardera l'évolution d'activité suite à l'installation d'un robot. Et enfin, une description d'activité de robotique avec donc les nouvelles possibilités de codage dans le PMSI. Donc, les éléments qu'on va vous présenter concernent en fait les sites qui ont installé leurs robots avant 2020. Et donc, les éléments portent sur 27 sites et 31 robots.
Donc déjà, pour débuter, donc quelques évolutions pour des actes qui sont éligibles à l'assistance par robot. Donc on s'intéresse à la période 2014-2019 et on voit que sur cette période, donc l'activité globale, quelle que soit la voie d'abord chirurgicale, est à peu près stable pour ces actes. Donc il s'agit de l'hystérectomie totale, la prostatectomie totale, la néphrectomie totale. Et quand on regarde donc sur le graphe en partie basse de la diapositive, on voit que le taux de chirurgie cœlioscopique augmente progressivement et assez constamment sur cette période, et qui passe donc pour la prostatectomie de 72 à 82%, pour la néphrectomie de 50 à 60%, et donc pour l'hystérectomie de 17 à 27%. Et donc on voit donc le développement progressif du mini-invasif dans la région. Donc, on regarde un tout petit peu plus en détail, par exemple, sur la prostatectomie. Sur l'activité globale de prostatectomie, donc on voit que cette activité a, sur tous les établissements, globalement augmenté, que cette augmentation a prévalu donc dans les établissements qui sont équipés de robots, avec une diminution, donc plus 25%, avec une diminution d'activité dans les établissements qui ne sont pas équipés de robots. Donc l'activité conventionnelle, donc comme on l'a vu précédemment, a effectivement diminué quel que soit le type d'équipement. Et on voit que donc l'activité cœlioscopique a fortement augmenté dans les établissements équipés de robots et diminué dans ceux non équipés de robots. Donc c'est le même constat en fait pour l'activité de néphrectomie totale, avec une augmentation d'activité globalement pour cette activité sur les établissements équipés avec robots, une baisse d'activité conventionnelle quel que soit le type d'équipement du site, et une augmentation de l'activité cœlioscopique, et qui prédomine plus 35% de l'établissement équipé de robots. Donc on vous a pris après deux autres exemples qui portent le même constat, l'hystérectomie totale et puis la chirurgie bariatrique. Donc ensuite, en fait, on a essayé de voir ce que provoquait l'installation d'un équipement robotique sur l'activité des différents sites. Donc on s'est intéressé à l'activité sur les 3 années qui ont suivi l'installation du robot sur les sites pour lesquels on avait les données. Donc au total, en fait, on a pu étudier que 6 sites, parce que l'installation du robot était ancienne et donc on n'avait pas les données PMSI, puisque nous avons les données PMSI à notre disposition que depuis 2011 ou 2010. Donc les robots anciennement installés n'ont pas pu être étudiés, et on n'a pas non plus retenu les plus récents, puisqu'on voulait regarder dans les 3 années qui suivent l'installation ce qui s'était passé. Donc sur cette diapositive, vous avez donc de relever l'activité globale chirurgicale des établissements concernés. Donc, il y a 4 cliniques, l'hôpital privé d'Antony, la clinique de l'Estrée, la clinique de l'Allemagne, la polyclinique de la région montaise, l'Institut Gustave Roussy et la PHP Necker. Et donc, les petits bâtonnets de différentes couleurs montrent l'évolution d'activité d'une année sur l'autre, sachant que le robot est installé sur le bâton gris. Et donc, on voit en fait, quand on regarde l'évolution de ces différents établissements, qu'on n'a aucune tendance qui se dégage sur l'évolution de l'activité globale de l'établissement. Ensuite, on l'a regardé sur l'activité d'ambulatoire, c'est pareil, il n'y a aucune tendance qui se développe qui se dégage sur ces 5 sites. Donc ensuite, on a donc utilisé ce qui est bon, donc dans les éléments qu'on a à notre disposition, c'est effectivement le codage de 56 actes avec une extension qui permet d'identifier depuis juillet 2019 s'ils sont réalisés sous robot ou sans robot, en cellio sans robot ou en cellio avec robot. Donc en fait, ces actes couvrent globalement pour la région un volume d'activité de 2500 actes par mois en moyenne, et puis hors crise sanitaire. Et donc, on voit donc sur le graphique, donc, en bleu, ce qu'on a étiqueté volume éligible au codage avec robot, et en rouge, la montée en charge du codage de l'activité de robotique dans ce panier de 56 actes. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à plus d'1 an, à 1 an et demi de l'introduction de ce codage, c'est qu'en gros, la part d'activité codée en robotique est en gros de 20%, 20-22% en fonction des mois.
Donc ensuite, si on regarde un peu plus précisément en fonction des statuts des établissements, donc là, sur la diapositive, vous avez les sites de la PLP, la PHP, le CLCC, donc Gustave Roussy, qui est équipé, ainsi qu'un hôpital interarmé qui est Bégin. Et on voit que donc, dans ce panier de 56 actes, la part d'activités réalisées sous robotique varie de 15 à 85%. Alors, sur cette diapositive, effectivement, les 2 hôpitaux pédiatriques, sachant qu'ils sont, le codage de ces actes n'est pas adapté en fait à leur pratique. Donc, effectivement, c'est logique qu'on n'arrive pas à détecter leur activité par cette analyse. Donc là, sur les 5 établissements ESPIC et les 10 établissements privés lucratifs, c'est pareil. On voit que la pratique de la robotique dans ce panier d'activités, finalement, il est extrêmement variable et va de 7 à 86% selon les sites. Donc là, on s'est intéressé en fait du fait de l'introduction récente du codage. On est sur l'activité 2020, les 11 premiers mois de l'année. Donc maintenant, si on regarde selon la date d'installation du robot, donc sur les sites un robot, donc en fait, ça couvre donc une douzaine d'années pour les parce qu'en fait les sites, les robots les plus anciens sont maintenant équipés de 2 robots. Finalement, on les verra dans la diapositive suivante. Et donc là, c'est pareil. La part de robotique est extrêmement variable. On n'a pas le sentiment qu'il y a une part d'activité robotique beaucoup plus importante sur les établissements qui sont équipés les plus anciennement. Et par contre, ce qu'on note quand même, c'est que sur les sites équipés récemment, on a quand même une bonne dynamique avec effectivement, pour certains, une pratique qui est bien au-delà de la moyenne qu'on observe de 20-22% globalement sur le panier de 56 actes. Donc sur les sites de robots, donc on a 4 sites équipés de 2 robots. Donc là, on voit effectivement qu'il y a une part de robotique qui est beaucoup plus importante, qui varie de 40 à 86%. Donc, juste cette diapositive, c'était pour souligner le fait qu'en fait, le volume d'activité de ces 56 actes qui sont éligibles au codage robotique est très variable d'un site à l'autre. On a 7 sites où ce volume représente en fait moins de 200 actes, 6 sites de 200 à 500 actes, 11 de 500 à 1000 actes et 3 sites qui ont un volume de plus de 1000 actes. Alors, si on regarde maintenant les actes CCM, donc dans les diapositives d'après, je vous ai mis les 56 actes avec leur part de réalisation d'activités robotiques. Il nous a paru compliqué de faire des associations et des regroupements parce que finalement, l'utilisation du robot en fonction de l'acte est très, très diverse, même au sein d'un même groupe d'activités. Donc, ce qu'on observe en fait, c'est que la pratique est extrêmement diverses, avec 0% d'activité en robotique pour certains actes qui étaient pourtant identifiés comme éligibles, et puis des activités où il y a, comme dans la vésicule-prostatectomie ou la néphrectomie partielle, plus de 70% d'activité qui est faite sous robotique. Donc, l'activité, on n'a aucun établissement qui a une activité complètement monomorphe. Et puis, quand on regarde donc, les établissements équipés de 2 robots, les 4 établissements ont une activité assez similaire, mais on voit effectivement sur certains actes qui n'étaient pas du tout développés en célioscopie précédemment, un développement de la robotique comme dans la colectomie. Donc là, je vais vite, vous regarderez si ça vous intéresse. Donc, c'est donc la part d'activité robotique pour les différents actes. Et donc, pour finir, en fait, donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un impact minime de la robotique sur l'activité globale de l'établissement au travers des éléments qu'on a pu analyser. Par contre, il y a vraiment un impact significatif sur certains actes, que l'utilisation est très variable selon les établissements de santé, selon les actes. Cette analyse n'a pas pu mesurer le volume de conversion de chirurgie ouverte vers la chirurgie robot assistée, et c'est pourtant l'enjeu sans doute majeur de cette activité. Et donc, il nous apparaît nécessaire d'avoir des données plus étayées quantitativement et de mesurer l'impact qualitatif sur la pratique pour discuter plus en amont la place du robot dans l'offre régionale. Je vous remercie.
Merci à vous, Madame Simon. Je vais laisser la parole maintenant à Monsieur Gorka Noir, qui est directeur de la clinique de l'Estrée à Stein en Seine-Saint-Denis et qui va nous présenter un modèle de partenariat innovant qu'il a mis en place dans son établissement avec un autre établissement public dans l'utilisation du robot. Merci, Elena. Donc, effectivement, je vais parler de la collaboration qui a existé pendant plusieurs années entre la clinique de l'Estrée et l'hôpital Bichat. Alors, pour un cadre général rapide, la clinique de l'Estrée, qui est un établissement MCO SSR dialyse de 370 lits en seconde couronne parisienne, le PDG de l'époque est un chirurgien viscéral, le docteur Dermer, a décidé d'acheter le robot en 2013. Le groupe Elsan a repris l'établissement en 2015 et a poursuivi la volonté de développer cette activité-là. Depuis 2013, particularité, comme l'a expliqué le professeur Coufinal tout à l'heure, c'est que nous sommes le seul robot du 93 jusqu'à maintenant. Dans l'établissement, il y a une équipe de 4 urologues, sachant que le robot est également utilisé par les chirurgiens gynéco et par les chirurgiens digestifs, avec malgré tout une utilisation, comme on a pu le voir sur les chiffres tout à l'heure, qui était loin d'être optimale, et donc une problématique de surcoût liée en particulier à l'acquisition et à la maintenance du robot qui était économiquement importante. Le CHU Bichat, je ne vais pas le présenter, ils avaient évidemment une activité d'urologie et un point important, c'est que les urologues des 2 équipes se connaissaient depuis longtemps et je pense que c'est un préalable qui est indispensable pour ce genre de partenariat. Donc le cadre contractuel, parce qu'il faut bien commencer par ça, on a commencé les discussions en janvier 2016 et elles ont abouti en décembre 2016. On est passé d'abord par imaginer une convention, puis un GCS, puisque c'était à la mode, et on est revenu à la convention pour une raison de simplicité juridique. D'abord parce qu'on a eu la possibilité de reprendre un texte qui existait dans le groupe, puisque ce partenariat avait déjà existé entre la clinique de Clermont-Ferrand et le CHU de Clermont-Ferrand dans le groupe. Donc ça nous a permis de partir d'une base solide. D'autre part, on voulait une simplicité organisationnelle à décrire dans le document. Ça passait également par une simplicité économique qui est la PIE et dont je parlerai plus tard, sachant que la mise en place de cette PIE avait aussi pour vocation de préserver la file active de cancéro à l'hôpital Bichat, puisque si on était passé sur un autre système, c'est dans l'établissement qui fait les interventions, c'est-à-dire l'Estrée, qu'aurait été comptabilisée la file active de cancérologie. Alors, 1 an, ça peut paraître extrêmement long, mais je peux vous dire qu'on n'a pas chômé. Il y a des préalables qui sont indispensables. Le premier, c'est faire une étude de coût pour se mettre d'accord sur le cadre économique de ce partenariat. Donc, il y a une étude des coûts très précise qui a été faite sur les prostatectomies et les néphrectomies, sur les coûts directs du robot, évidemment, sur les coûts indirects du bloc opératoire et de son utilisation, et puis sur les autres coûts qui étaient liés à l'hospitalisation, puisque ce que je vais expliquer, c'est que le patient passait une nuit à la clinique. Ensuite, on a défini les circuits, parce que, comme je vais vous l'expliquer après, ce sont des circuits qui étaient un peu complexes, en raison du fait qu'on souhaitait mettre en place ce système de prestation inter-établissement. Et ça induisait également une difficulté de dossier médical, puisque le dossier médical n'était pas partagé et qu'il fallait qu'on s'assure qu'il n'y ait pas d'informations qui puissent échapper aux chirurgiens d'un côté, aux anesthésistes de l'autre et aux équipes paramédicales des 2 côtés. Il a fallu recueillir l'accord de l'équipe des anesthésistes de l'Estrée. Donc ça, j'en parlerai un peu plus tard sur les éventuels points bloquants. Pour l'Estrée, il a fallu recevoir l'accord du crédit bailleur. Et ça, c'est un élément auquel on ne pense pas nécessairement, mais qui peut faire perdre du temps.
Et puis le dernier sujet, ça a été de voir comment on gérait les plaintes et les réclamations, et de manière induite, comment on gérait toutes les problématiques de responsabilité et d'assurance. Alors, le parcours patient que j'ai résumé là, la décision opératoire est prise à l'hôpital Bichat. Le secrétariat de l'hôpital Bichat joint le secrétariat de la consultation des anesthésistes à l'ESRE. Une consultation est organisée. Le jeudi de la semaine précédente, il y a une validation du programme opératoire, donc avec les chirurgiens et les anesthésistes, et donc il est décidé que le patient sera opéré le lundi après-midi, puisque c'était la vacation des équipes de Bichat à l'Estrée. Donc le patient rentre le dimanche soir à l'hôpital Bichat et il est transféré le lundi matin à l'Estrée. Il est opéré le lundi après-midi. Il passe la nuit à la clinique de l'Estrée et il est retransféré à Bichat le mardi en fin de matinée. Après le passage d'un urologue de Bichat, ça on a souhaité de part et d'autre qu'il y ait avant le départ du patient de la clinique un œil médical de l'équipe qui avait opéré le patient pour des raisons de sécurité. Et ensuite, le patient finit son séjour à l'hôpital Bichat en restant, je crois que c'était aux alentours de 2-3 nuits. Alors, l'intérêt de la PIE, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'une part qu'elle préservait les files actives au bénéfice de l'hôpital Bichat, des files actives de cancérologie. Et ça, c'est évidemment, avec les autorisations, un élément qui est extrêmement important. Il faut quand même se rendre compte que la PIE, elle n'est possible que s'il y a un écart de rémunération entre les établissements, parce que le surcoût du robot rend, dans ce cas-là, les choses beaucoup plus complexes. Le GHS de l'hôpital public étant supérieur à celui de la clinique, ça permet de mettre ces choses en place. Ça a beaucoup moins d'intérêt économique quand ce sont deux cliniques ou deux hôpitaux qui ont un GHS différent et où là, les surcoûts du robot vont être impactés directement. Pour la clinique, ça permet de refacturer les charges directes consommables, mais indirectes, la maintenance et l'amortissement du robot. Et en cas d'une utilisation pas très optimisée du robot, c'est un élément qui a son importance. Il y a aussi la facturation des autres éléments, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, il ne faut pas oublier, pour les praticiens libéraux, lorsque c'est utilisé dans une clinique, la rémunération des médecins anesthésistes, parce qu'ils sont partie intégrante. On avait éliminé tout autre type d'intervenants, comme la biologie ou la radio, tout ça étant fait à l'hôpital Bichat à l'admission du patient. Et en plus, on avait de manière optionnelle imaginé un passage en USC, qui est toujours possible, ou un dépassement de l'horaire du bloc opératoire. Alors, les points bloquants qu'on a tous réussi à lever, mais c'est l'information et le consentement de l'équipe des anesthésistes libéraux. Je pense que c'est un élément qui est important. Ils étaient craintifs sur deux choses. La première, c'est les honoraires, qui voulaient être assurés d'avoir une rémunération qui soit identique à celle qu'ils avaient pour une intervention pratiquée par l'équipe de l'Estrée. La seconde chose, c'est que leur crainte portait sur le fait que le robot pouvant servir de formation de jeunes chirurgiens, les interventions puissent durer très longtemps et qu'ils y passent des heures et des heures. Donc, c'est aussi pour ça qu'on avait prévu un surcoût de dépassement de l'utilisation du bloc opératoire. La deuxième chose qu'il ne faut absolument pas oublier, mais ça, c'est intuitif qui le rappelle, et finalement de mettre une année à régler les problèmes juridiques, ça a permis aussi aux utilisateurs de Bichat de se former à la technique du robot en amont avec Intuitive. J'ai déjà parlé de l'accord du crédit bailleur parce que c'est important. Et puis après, il y avait le sujet des responsabilités. Donc là, de manière très claire, dans le circuit, on a déterminé qui était responsable de quoi. Et pour faire simple, chacun était responsable de ses interventions au sens premier du terme. Et donc les assurances, mais il ne faut pas oublier de prévenir les assurances.
les assurances couvraient les parties de chacun pour son utilisation. Et pour finir, les bénéfices, alors je pense que pour l'utilisateur, c'est d'abord l'accès à la technique, évidemment, puisqu'ils n'y ont pas accès par définition. C'est une certaine attractivité de la patientèle, alors même si on vient de voir qu'elle n'est pas tout à fait exacte ni au rendez-vous. J'imagine que c'est aussi une attractivité pour des internes et des assistants. C'est probablement plus facile d'avoir ce type de poste dans des structures qui offrent un accès au robot. Et enfin, c'est un coût maîtrisé. Et quand je dis un coût maîtrisé, c'est évidemment le fait que ça ne nécessite pas un investissement massif et que le coût est étalé dans le temps. Et pour le bailleur, c'est-à-dire la clinique, c'est évidemment une rentabilisation du robot, surtout quand il est en sous-utilisation. Et puis, c'est un projet de partenariat qui est innovant, parce que pour un établissement de santé, avoir un partenariat avec l'AP, c'est toujours quelque chose de prestigieux. Et donc, ça, le bilan, il est extrêmement positif. Il y a eu plus d'une centaine d'interventions sur les 3 années qu'a duré le partenariat et qui, malheureusement, s'est achevé fin 2019. Mais je crois qu'il a satisfait les 2 parties pendant la durée de son exécution. Merci beaucoup. C'est moi, excusez-moi, j'avais un problème de micro. Donc, merci pour cette présentation. On a évoqué un peu dans cette présentation et les précédentes la question de la mise en place d'un observatoire régional. Donc, pour traiter de cette question, on va se pencher sur l'expérience du docteur Thomas Blanc, qui est urologue pédiatrique à l'AP-HP et Necker exactement, et qui était en charge justement de coordonner le programme de robotique de Necker, et comme ça a été dit, qui est également copilote du G10, donc ce groupe avec le professeur Morgane Roupré, ce groupe de travail qui regroupe les chirurgiens et traite en fait de la stratégie robotique de l'AP. Vous avez mis en place un observatoire à votre niveau, un registre plutôt. Donc, vous allez nous dire comment vous voyez cette question d'observatoire régional. Oui, bonsoir à tous. Donc, un grand merci pour votre invitation. Donc, juste pour faire un petit rappel, Morgane en a déjà parlé un petit peu, juste la place de la robotique dans le monde. Vous voyez qu'il y a à peu près 6000 robots qui sont installés dans le monde, la grande majorité aux États-Unis, et la France est le 3e pays au monde, après donc, les États-Unis, le Japon, et il y a 175 robots en France. Alors, quand on regarde l'évolution de la technique du robot, en fait, la pédiatrie, qui est un peu toujours le parent pauvre de ces innovations technologiques, puisque la pédiatrie, c'est une niche, en fait, la dernière version du robot, la version XI, qui est sortie en 2014, a commencé à être intéressante pour la pédiatrie, parce qu'en fait, ce robot était beaucoup plus fluide pour une utilisation en pédiatrie. Alors, quand on regarde l'évolution du nombre de procédures chaque année dans le monde, vous voyez qu'il y a une progression entre 15 et 18%, avec la chirurgie générale, l'urologie, la gynécologie, et puis à moindre mesure la chirurgie thoracique. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il en est de la place de la chirurgie pédiatrique? En France, c'est un peu différent par rapport au reste du monde. C'est vraiment l'urologie qui est vraiment la spécialité qui a le plus recours à la chirurgie robotique. Et vous voyez que la pédiatrie, c'est vraiment une niche dans le marché de la robotique en France et dans le monde. Alors, quand on regarde en France, quels sont les hôpitaux pédiatriques qui ont accès à un robot? Alors, historiquement, il y a 2 villes, Tours et Limoges, qui ont développé une vraie expertise en chirurgie robotique depuis 2008. Et puis ensuite, petit à petit, d'autres CHU se sont équipés et les chirurgiens pédiatres ont voulu avoir accès au robot, mais ils ont un accès qui reste assez limité au robot. La seule différence, c'est que l'hôpital Necker et dans un second temps l'hôpital Robert Debré ont eu un robot dédié à la pédiatrie pour développer vraiment une activité spécifique en chirurgie robotique pédiatrique. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi un robot en pédiatrie? Alors, bien évidemment, vous connaissez tous le développement de la chirurgie mini-invasive depuis une trentaine d'années, que ce soit par laparoscopie dans la cavité péritonéale, en thoracoscopie, dans le thorax ou en rétropéritonéoscopie, avec des informations qui sont connues en termes de diminution de la durée d'hospitalisation, diminution de la morbidité pariétale, diminution des douleurs post-opératoires et un retour précoce aux activités quotidiennes.
Néanmoins, la célioscopie ou la laparoscopie n'offre qu'une vision en 2D, avec des mouvements très limités des instruments, dans un espace restreint, des positions qui ne sont pas du tout ergonomiques, surtout chez les tout petits enfants, et puis une longue courbe d'apprentissage pour la chirurgie de reconstruction. Et donc, l'avantage du robot, c'est bien sûr l'ergonomie. Quand vous voulez faire une chirurgie qui est complexe, le fait d'être confortablement installé pendant plusieurs heures, c'est extrêmement intéressant. Ensuite, vous avez une vision qui est sans commune mesure en vision 3D HD. Les instruments ont des degrés de liberté proches de ceux de la main. Et puis, on est dans un CHU. Et le fait d'avoir une double console, un peu sur le modèle d'une auto-école, est absolument essentiel pour notre aspect formation et enseignement. Et donc, quand on a répondu à l'appel d'offres de l'AP-HP pour équiper un des hôpitaux pédiatriques, nous, notre objectif à Necker, c'était d'élargir les indications de la chirurgie mini-invasive avec des indications de plus en plus complexes de la chirurgie qui n'avait parfois jamais été faite en chirurgie mini-invasive, de passer directement de la chirurgie open, la chirurgie ouverte, à la chirurgie robotique. Et donc, avant de démarrer le programme de chirurgie robotique pédiatrique multidisciplinaire à Necker, grâce au soutien de l'ancien directeur Vincent Nicolas Despêches, on a eu beaucoup de discussions en amont et on voulait absolument que l'activité robotique à Necker s'inscrive dans un cadre académique, dans un cadre de recherche. Et donc, on a créé une base de données prospective. Et donc, tous les patients, depuis le premier malade opéré à Necker au robot, tous les patients sont rentrés dans une base de données prospective où on recueille des informations préopératoires, péropératoires et post-opératoires avec une consultation à 2 mois, 6 mois et 1 an. Et donc, les patients sont tous inclus pour 1 an en post-opératoire. Et donc, cette base de données prospective, elle s'intègre dans un projet de recherche médico-économique. Et le titre de ce projet, ça s'appelle PECROP, c'est l'évaluation de la performance et de l'efficience de la chirurgie robotique pédiatrique. Et donc, on travaille au quotidien avec Isabelle Durand-Zalinski, qui travaille à l'URC Éco d'Île-de-France, avec Jean-Marc Tréluyer, l'URC CIC de Necker, et la direction des finances de Necker. Et donc, toutes ces informations sont rentrées au fil de l'eau. Je travaille avec une ARC qui s'appelle Sarah Bouchard. Il y a eu 4 ARC qui ont travaillé avec moi. Et elle a un rôle essentiel au quotidien pour pouvoir avoir une qualité de recueil des informations dans la base de données la plus importante possible. Et elle appelle les parents à J7 post-opératoire pour avoir une évaluation à J7 post-opératoire des résultats immédiats en termes de douleur et puis le vécu des parents qui est très important. Alors, comme je vous l'ai dit, cette base de données, elle sert à évaluer la pénétration de la chirurgie robotique, c'est-à-dire que quelle est la proportion d'actes qui étaient réalisés avant l'arrivée du robot en chirurgie ouverte, en célioscopie, et qui sont maintenant réalisés en chirurgie robotique. On s'intéresse particulièrement à la morbidité périopératoire, c'est-à-dire en pér- et en post-opératoire immédiat, des études comparatives entre la chirurgie ouverte, la célioscopie, le robot, des études médico-économiques et bien sûr la satisfaction des parents. Et donc, quand on a commencé le programme de robotique à Necker, en fait, il n'y avait pas de code CCAM pour identifier les interventions réalisées au robot. Et donc, on a créé ce qu'on appelle un acte émergent, YEGP001, qui maintenant est utilisé par tous les sites de la PHP qui ont le robot. Et puis, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, il y a un nouveau code quand on code la CCAM. Il y a 30 ou 40, en fonction que ce soit fait par la célioscopie ou en chirurgie robotique. Mais il n'y a que 56 interventions qui ont été identifiées. Et en pédiatrie, il y a beaucoup d'interventions qu'on réalise qui n'existent pas dans ces 56 indications. Alors, juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, à Necker, on a commencé le programme de robotique en octobre 2016 et donc on a opéré 375 enfants avec des activités qui sont diverses. En urologie, moi je suis urologue pédiatre, c'est moi qui suis le responsable du programme de robotique, donc il était attendu que ce soit l'urologie pédiatrique qui est la plus grosse activité. Ensuite, de la chirurgie viscérale, on appelle de la chirurgie viscérale de la chirurgie sus- et sous-mésocolique. De l'oncologie, en préparation du programme de robotique, on avait sous-estimé avec Mme Saint-Laki l'intérêt du robot en oncologie pédiatrique. Et vous voyez qu'il y a une grosse activité d'oncologie pédiatrique chez l'enfant. La chirurgie ORL et la chirurgie thoracique avec le professeur Vincent Couloignier. Je vais vous montrer ça plus tard. La chirurgie thoracique, la chirurgie transorale et une très faible activité de chirurgie néonatale parce que ce robot qui a été designé pour des adultes, par des adultes, n'est pas du tout fait pour la chirurgie néonatale. Et donc, vous voyez qu'on n'a opéré que 2 nouveau-nés avec ce robot. Alors, vraiment, la particularité, la singularité du programme de Necker, c'est que sur les 375 enfants qu'on a opérés,
on a réalisé 91 interventions chirurgicales différentes. Et ça, c'est complètement différent d'un programme de chirurgie adulte. Morgane, tout à l'heure, vous avez présenté l'activité en urologie adulte. Ils ont des indications phares comme la prostatectomie, la cystectomie, la néphrectomie partielle. Et ils ont un énorme volume d'activité sur un nombre restreint d'indications opératoires. Alors que nous, c'est complètement différent. Nous, comment ça se passe concrètement à Necker? En fait, pendant le stade de programmation opératoire, on se pose pour chaque cas s'il y a un bénéfice ou pas à ce que cet enfant soit opéré en chirurgie robotique. Et ensuite, si le chirurgien référent du patient n'est pas un chirurgien qui fait de la chirurgie robotique, l'un des chirurgiens formés à la chirurgie robotique viendra l'aider au bloc opératoire. Et donc, vous voyez qu'il n'y a que 8 interventions qui ont été réalisées plus de 10 fois. Et ça, c'est vraiment très spécifique. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'interventions qui n'ont été réalisées que 1, 2, voire 3 fois. Et c'est comme si un pilote de ligne, en fait, à chaque fois se posait sur un aéroport différent, et donc il devait avoir une feuille de vol différente. Et donc c'est un peu en ça que c'est spécifique en pédiatrie, et donc il faut anticiper, il faut imaginer quels instruments on va utiliser, quel va être le placement des trocars, et donc ça nécessite un gros travail d'anticipation avec les anesthésistes, les iBods, les cadres et bien sûr les chirurgiens. Et quand je vous ai dit que l'un des intérêts du PCROP, c'était d'évaluer l'étendue de la chirurgie robotique à Necker, vous voyez que 30 interventions n'avait jamais été réalisé en célioscopie à Necker, on est passé directement de la chirurgie ouverte à la chirurgie robotique. Et donc ça, c'est vraiment la grande hétérogénéité des pathologies, c'est spécifique de la pédiatrie, et c'est vraiment la singularité de la pédiatrie. Alors voilà, typiquement, là vous avez un petit bébé qui va être opéré au robot. Vous voyez que la longueur du bébé est plus petite que le tiers du bras du robot. Donc vous imaginez bien que quand on a dit à l'anesthésiste on va opérer cet enfant au robot, il était extrêmement inquiet parce qu'il craignait de ne pas avoir accès à l'enfant. Et puis voilà, à l'autre bout du spectre, un enfant qui est pris en charge pour une obésité qui va être également opérée au robot. Donc nous, on a une pathologie, une population qui est très hétérogène en termes de poids, d'âge, d'indications opératoires et de comorbidité. Alors, les 4 thématiques qu'on développe au quotidien à Necker dans le programme de robotique, c'est la chirurgie du rein par rétropéritonéoscopie. On a travaillé avec le docteur Christophe Wessen, qui est urologue adulte à la Pitié, et qui est venu nous aider pour lancer cette voie d'abord. La chirurgie oncologie pédiatrique, je vous en ai parlé avec Mme Sarnaki, la chirurgie thoracique, notamment des lobectomies, et puis la chirurgie de la thyroïde. Donc, voici les différentes approches qu'on utilise pour le placement des trocars. Vous voyez que c'est très différent en fonction, bien évidemment, de la voie d'abord, que ce soit pour la chirurgie du rein ou de la surrénale, la chirurgie du petit bassin, la chirurgie thoracique et la chirurgie rétropéritonéale. Mais également, vous voyez, pour la chirurgie de la thyroïde ou pour la chirurgie transorale, là, en fait, c'est un enfant où on a mis le robot dans la bouche de cet enfant pour pouvoir opérer son oropharynx, et ce qui a permis d'éviter d'ouvrir la mandibule en deux. Donc, petit à petit, on ouvre des niches dans des indications qui sont rares, mais pour lesquelles il y a un vrai bénéfice chez les enfants. Alors, juste pour que vous ayez un ordre d'idée, ça, c'est un papier qui est publié en 2013 pour montrer un peu l'évolution de la chirurgie robotique en pédiatrie. Et vous voyez que l'augmentation des publications était régulière, avec particulièrement une grosse activité en urologie pédiatrique. Alors, je vais juste vous montrer 2 papiers qu'on a pu réaliser grâce à cette base de données. Donc, en fait, dans cette base de données, on a toutes les informations qui nous intéressent pour faire une publication. Par exemple, on a un Clinical Trial Number. Ça a été validé par le CPP et par la CNIL. Et les parents reçoivent un formulaire de non-opposition. Et donc, voilà, tous les patients, donc il y a un cadre légal qui est très strict pour pouvoir intégrer les patients dans ce registre et pour pouvoir ensuite utiliser les informations pour pouvoir réaliser des travaux de recherche clinique et des publications. Là, je vous montre pour le développement de la pyéloplastie par rétropéritonéoscopie. On a pu montrer que la durée d'installation de cette voie d'abord, qui est difficile, rapidement a pu diminuer. Vous voyez qu'au bout de 15 interventions, la voie d'abord était complètement standardisée et vous voyez les résultats excellents en termes d'évolution de la dilatation post-opératoire. Un autre exemple, c'est la chirurgie des tumeurs du rein chez l'enfant. Donc ça, c'est un programme qu'on a développé avec Mme Sarnaki, qui est la chef de service et qui s'occupe particulièrement de l'activité d'oncologie pédiatrique à Necker. Vous voyez qu'on peut opérer de volumineuses tumeurs chez les enfants avec d'excellents résultats. Et quand on a comparé avec la chirurgie ouverte, on voit qu'il n'y a pas de différence en termes d'âge à la chirurgie, du stade tumoral, de durée opératoire et de picking ganglionnaire. En revanche, en chirurgie ouverte, on opère des tumeurs qui sont plus volumineuses. En revanche, en chirurgie robotique, la durée d'hospitalisation a été diminuée par 2. Donc, vous voyez qu'on peut compenser de cette façon-là le surcoût lié à l'utilisation du robot. Alors,
comme vous l'a dit Morgane, nous animons le G10, qui est un groupe de travail des 10 représentants de la chirurgie robotique à la PHP. Et si on reprend l'historique de la robotique à la PHP, donc il y avait 3 sites pilotes, Pompidou, La Pitié et Mont-d'Or, qui se sont équipés au milieu des années 2000. Ensuite, Necker par le mécénat. En fait, on a acquis le robot de Necker grâce au mécénat, grâce à la philanthropie, pour sa grande majorité. On a acquis donc le robot en 2016. Et ensuite, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a eu un plan d'action pour équiper 9 sites d'un robot chirurgical. Donc 6 sites qui n'avaient pas le robot et 3 sites ont eu un deuxième robot. Et donc l'idée, c'est de se réunir tous les 2 mois avec les référents du programme de chirurgie robotique de ces différents sites pour travailler à la fois sur l'aspect soins, sur l'aspect formation, enseignement et sur l'aspect recherche. Et donc, avec Morgane, on travaille à animer ce groupe de réflexion, qui est un groupe de réflexion qui est très intéressant. Et donc, dans le cadre du G10, par exemple, on a publié notre premier travail. On s'est intéressé à l'effet du Covid-19 sur l'activité robotique à la PHP. Et donc, on a comparé deux périodes. Une période sans grève, sans gilet jaune, une période, disons, idéale, qui était la période septembre-octobre 2019. Et puis, on a comparé avec la période du confinement en mars et avril 2020. Et donc, vous voyez qu'il y a eu une chute très importante de l'activité, de près de 60% à la PHP, avec des variations entre les différentes spécialités chirurgicales. Et on s'est intéressé particulièrement à l'évolution de l'activité oncologique au robot. Et vous voyez que la part d'activité oncologique a augmenté dans la période de confinement parce qu'en fait, on a privilégié cette activité oncologique par rapport à une chirurgie plus fonctionnelle. Et donc, notre objectif avec Morgane, c'est de disposer d'un registre dont tous les hôpitaux de la PHP qui disposent d'un robot puissent utiliser. Donc, l'idée, ce serait que chaque patient opéré au robot soit enregistré dans ce registre pour qu'ensuite, quand on veut faire une étude, eh bien, on puisse interroger ce registre. Alors que sur l'étude qu'on a fait sur l'impact du Covid-19 sur l'activité robotique à la PHP, comme on n'avait pas de base de données, en fait, ça nous a rendu très difficile de recueillir des informations et on a perdu de précieuses semaines pour pouvoir publier ce travail. Alors, moi, je suis chirurgien pédiatre et donc aujourd'hui, à la PHP, il y a 3 hôpitaux qui ont un accès à la chirurgie robotique. Donc, comme je vous l'ai dit, l'hôpital Necker et l'hôpital Robert Debré ont un robot dédié à la pédiatrie, ce qui est vraiment très intéressant pour vraiment développer la spécificité de la chirurgie robotique. Et puis, l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, les chirurgiens pédiatres de Bicêtre ont un accès aux robots d'adultes, donc ils ont un temps partagé, bien sûr. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler entre ces 3 services de chirurgie pédiatrique sur l'aspect robotique. Et donc, on a des réunions avec l'hôpital Robert Debré. À la prochaine réunion, on va associer les chirurgiens de l'hôpital Bicêtre. Et pour l'instant, on a 2 thématiques phares dans nos collaborations sur ces 3 centres. C'est la chirurgie ambulatoire. On développe de la chirurgie ambulatoire en chirurgie pédiatrique. En fait, c'est une idée qui venait c'était une demande des parents. Et donc, maintenant, avec Robert Debré et Necker, on opère des pyéloplasties par rétropéritonéoscopie en ambulatoire. Donc, les patients arrivent le matin, ils sont opérés en première position et ils rentrent le soir. Et puis, on s'intéresse particulièrement à l'aspect formation. Comme vous l'avez compris, il y a une grande hétérogénéité des indications en pédiatrie. Donc, on a un volume d'activité qui est moins important. Et donc, la question, c'est comment on peut former les chirurgiens pédiatres à la chirurgie robotique et est-ce que cette formation à la chirurgie robotique est plus facile qu'en chirurgie cœlioscopique? Donc, voici les thématiques qu'on essaye de développer. Et bien sûr, il faut pour ça des bases de données, des registres. Alors, quand on regarde l'activité robotique au niveau de la PHP, les chirurgiens qui travaillent à la PHP ont une expertise internationale. Il y a une activité qui est multidisciplinaire, comme Morgane vous l'a rappelé. Il y a une masse critique de malades. Notre objectif, c'est d'opérer avec les robots dont on dispose à l'assistance publique 3200 malades par an. Et bien sûr, d'avoir des travaux collaboratifs, comme on l'a fait pour l'impact du Covid sur la chirurgie robotique. Mais pour faire ça, il faut des bases de données prospectives, il faut des moyens pour la recherche, et ça coûte cher de faire de la recherche, d'avoir un tech ou un arc dédié par robot, c'est 50 000 € par an, donc ça veut dire que ça a un vrai coût. Et puis notre objectif avec Morgane, c'est d'évaluer donc la morbidité périopératoire, de comparer avec des séries historiques, et puis bien sûr de faire des études médico-économiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, docteur. On va passer maintenant d'une échelle un peu APHP, si j'ose dire, à une perspective plus régionale avec Henri-Jean Philippe qui va nous présenter des enjeux sur la création d'un observatoire régional. On voit que l'importance des enjeux de recherche, de formation dans le cadre APHP. Dans un cadre régional, on est peut-être avec des problématiques qui sont aussi d'une nature un petit peu différente. Et donc, je cède tout de suite la parole à Henri-Jean Philippe. Merci beaucoup. Alors, excusez-moi, d'emblée, on essaie de se positionner correctement. Voilà. En introduction, je dirais que les 5 premiers intervenants nous ont présenté parfaitement les enjeux, les indications, l'implantation, l'impact et finalement les conditions d'utilisation du robot. Et je crois que maintenant, nous sommes tous convaincus que c'est une évolution qui est inéluctable, la présence du robot dans la pratique chirurgicale d'aujourd'hui et de demain. Donc, c'est clair pour chacun d'entre nous. Alors, quel peut être le rôle de l'ARS dans ce domaine? Je pense que c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Et comme vous le savez, nous avons travaillé ensemble dans ce groupe robot de l'ARS Île-de-France depuis presque 2 ans. On essaie de travailler ensemble pour trouver des axes d'amélioration afin que cette pratique puisse être finalement une pratique telle que c'est défini pour toutes les innovations de l'ARS, c'est-à-dire notre objectif, c'est évidemment d'innover en chirurgie. On parle de chirurgie là, afin d'être plus performant pour la santé des patients. Notre deuxième objectif est de faire bénéficier chacun de ces innovations sur toute la région Île-de-France. Et on a bien entendu l'exposé de Jean-Claude de Cofinal tout à l'heure, mais tout en respectant la pertinence de notre acte chirurgical, c'est-à-dire que l'acte réalisé par robot assistance, il faut que ce soit pour un patient et non pas pour tous les patients, évidemment. Alors, performance et pertinence, c'est 2 sujets qui ont été soulevés par, évidemment, l'HAS et la CNAM. Il y a eu plusieurs rapports de l'HAS, dont je cite simplement une phrase. L'HAS considère que des études prospectives et comparatives, et nos amis Thomas Blanc et Morgane Roupé l'ont bien insisté, ces études sont nécessaires pour des suivis à long terme des patients et il serait nécessaire de mettre en place des registres dédiés. Et la CNAM, dans son rapport charges et produits 2020, donc c'est un rapport relativement récent, précise bien qu'il faut réaliser des études afin de mettre en évidence une efficacité ou une sécurité des robots en chirurgie si on veut développer cette pratique. Bien que nous soyons tous convaincus que c'est probablement un bénéfice direct ou indirect pour les patients. Alors pourquoi l'observatoire? L'observatoire, c'est simple, ça sert à observer, et puis après analyser, et puis après proposer des actions pour avancer. Alors, quel est le principe en fait? Le principe est assez simple. L'objectif de cet observatoire, de ce registre en quelque sorte régional, et donc il y a un groupe de travail robot qui a été déterminé au niveau de l'Île-de-France, c'est qu'il identifie un certain nombre d'indicateurs des pratiques et indicateurs de résultats. L'objet, c'est que ces indicateurs, eh bien, ils soient proposés à des équipes régionales, et l'idéal, c'est qu'il y a 31 centres qui utilisent des robots, et bien que les 31 centres y participent, qu'il y ait des arcs au niveau de ces équipes qui permettent de récupérer ces informations, afin qu'au niveau de l'observatoire, il y ait des ingénieurs data, des data ingénieurs qui analysent ces éléments pour les redistribuer au niveau de chaque équipe pour qu'il y ait des progrès des uns et des autres. Alors, on a envoyé un questionnaire à l'ensemble des participants à ce webinaire, donc il y avait 355 inscrits, ou 375 inscrits, et là, je vous donne quelques petites réponses. Et il y avait une question, c'était: pensez-vous qu'une analyse des pratiques serait utile, comme le recommande l'HAS? Et vous voyez, dans 95% des cas, la réponse était oui, une analyse des pratiques, et l'observatoire permet d'analyser les pratiques. Alors, quels pourraient être les indicateurs? Eh bien, je ne vais pas vous donner les indicateurs aujourd'hui parce que ce sera le travail de ce groupe robot. Donc, mais l'objectif, c'est d'analyser les pratiques, c'est-à-dire l'évolution des indications. Et on a bien vu avec nos collègues tout à l'heure qui ont bien mis en évidence que les indications théoriques sont en train d'évoluer de manière considérable. Les modalités aussi, on s'aperçoit que les modalités d'utilisation des robots entraînent une modification, je dirais presque une révolution
de la pratique dans nos blocs opératoires. Il y a une organisation des blocs opératoires, il y a une organisation des vacations opératoires qui est tout à fait différente. Donc ceci, il faut l'analyser pour pouvoir l'intégrer pour un usage un peu plus fonctionnel par la suite. Les organisations aussi, la planification des blocs opératoires utilisant le robot versus ceux qui n'utilisent pas le robot, l'intégration dans un bloc, dans plusieurs blocs. Si on veut, comme on l'a dit tout à l'heure, réaliser la chirurgie assistée par robot en ambulatoire, c'est toute une organisation. Sur les résultats, eh bien, les résultats médicaux sont importants, évidemment, parce que c'est d'une des principales peut-être points d'interrogation de l'utilisation des robots. Et donc, la plupart des études ont montré qu'il y avait une équivalence, mais qu'il n'y avait pas de supériorité aujourd'hui. Mais je suis certain, et je pense que mes collègues sont aussi certains, qu'il y aura des bénéfices pour les patients à l'utilisation des robots qui seront mis en évidence dans certaines indications, peut-être pas dans les indications d'aujourd'hui, mais dans les indications de demain. La satisfaction des équipes, et on a parlé tout à l'heure d'ergonomie pour les chirurgiens, il y a probablement aussi des intérêts pour les patients, mais tout ceci doit être évalué. Et la dernière dimension, la dimension financière, qui est une dimension qui doit être évaluée précisément. Alors, si on groupe cette communauté des équipes chirurgicales au niveau régional, privé et public, eh bien, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, on crée une espèce de collège d'équipes chirurgicales qui utilisent les robots. Et les gens qui utilisent les robots aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quelle équipe chirurgicale. C'est des équipes chirurgicales qui sont tournées vers l'avenir. C'est des équipes chirurgicales qui veulent progresser. Et je suis certain que ces équipes auront des idées multiples, et l'AP et même hors la PHP. Et j'ai cité quelques orientations, vous voyez, de travaux, et elles sont multiples. Ça peut être bien sûr sur le plan médical, et ça peut être porté par l'une ou l'autre équipe chirurgicale, ça peut être les nouvelles indications, on en a parlé en pédiatrie, ça peut être évaluer précisément l'ergonomie, et les conditions de travail des équipes chirurgicales sont tout à fait différentes. Sur le plan organisationnel, eh bien, un bloc qui utilise un robot est géré de manière totalement différente d'un autre bloc. Sur le plan comportemental, eh bien, on sait qu'une équipe qui utilise le robot, c'est un peu un team. Un team. Dans les blocs, vous savez, il y a toujours l'attractivité de la profession, et on sait qu'il y a une espèce de, actuellement, une situation un peu désagréable dans les blocs opératoires, même dans les hôpitaux, même dans les cliniques aujourd'hui, et créer un élément de motivation pour les équipes chirurgicales avec cette nouvelle technique, l'acquisition des gestes chirurgicaux lorsqu'on utilise un robot qui est beaucoup plus rapide qu'en celluloscopie standard. Mais bon, ceci, ça a été montré par quelques équipes, c'est important si on a un volume d'équipes chirurgicales, 30 équipes chirurgicales en Île-de-France, je pense qu'on pourrait avancer extrêmement rapidement. Et puis, il y a une question qui n'a pas du tout été abordée pour l'instant, mais en fait, la téléassistance par robot, c'est un geste chirurgical qui est pratiqué à distance. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est en fait à 2 mètres du chirurgien. Mais ce qui n'est pas du tout utilisé aujourd'hui, c'est la téléassistance entre équipes chirurgicales, la téléexpertise. C'est-à-dire qu'un chirurgien qui utilise un robot et qui est en difficulté, eh bien, un chirurgien qui est à distance peut lui guider ses mains de la même manière, peut lui donner un avis à distance. Et donc ça, c'est une dimension qui devrait être évaluée. Bien entendu aussi une dimension expérimentale avec des nouvelles instrumentations, des nouvelles technologies, et la dimension financière qui est fondamentale, entre autres. Donc, vous voyez, toutes ces équipes ont des milliers, ont des centaines de projets de recherche sur lesquels ils peuvent se baser sur ces 31 équipes chirurgicales aujourd'hui. Et je pense qu'à l'échéance moyenne, il y aura rapidement une quarantaine en Île-de-France. On a posé comme question aux équipes, est-ce que vous êtes prêts à pratiquer des protocoles de recherche? Vous voyez, 41% sont favorables à des protocoles en recherche clinique, d'autres sur la pédagogie, d'autres sur la dimension sociale et d'autres sur la dimension organisationnelle. Donc, il y a une réponse positive pour participer à des projets de recherche, quelles que soient les équipes privées ou publiques. Alors, il y a un observatoire qui fonctionne parfaitement en Île-de-France depuis des années, qui est le registre cardio-ARCIF, qui concerne 38 centres. Vous voyez à peu près le même volume pour la chirurgie assistée par robot, qui pourrait être celui pour la chirurgie assistée par robot, et avec des données qui sont disponibles pour chacune des équipes et de manière partagée. Voilà. Alors en pratique,
Donc, ce qu'on envisage au niveau de l'ARS, qu'on va proposer au niveau de l'ARS, c'est de faire un appel à candidature pour des centres labellisés chirurgie mini-invasive assistée à robot. Ça signifie qu'on aura au niveau du groupe Robot Île-de-France, la première mission, c'est de rédiger un cahier des charges pour que ces centres puissent postuler. Ça signifiera quoi pour ces centres? Ça signifiera qu'ils participent bien sûr au groupe Robot et qu'ils déterminent les indicateurs sur lesquels cet observatoire devra travailler, qu'ils déterminent le tableau de bord qui sera partagé, mais qui sera mis à disposition de chacun. Et bien sûr, ils participeront aux requêtes de neurones. En contrepartie, il y aura un financement d'un temps ARC pour les aider à recueillir ces robots et ils auront un tableau de bord. Donc, l'objet, c'est de créer cet observatoire régional Île-de-France qui sera basé sur le plan scientifique et pédagogique sur le groupe thématique Robot Île-de-France. Et au niveau probablement du GCS Cézanne, il y aura un ingénieur data qui permettra d'analyser ces données afin de les redistribuer à l'ensemble des centres. Alors, on a posé comme question, entre autres, parmi toutes les questions, seriez-vous prêt à participer à un collège régional des équipes utilisant des robots au sein de l'observatoire régional? Vous voyez qu'il y a 75% qui sont favorables. Enfin, pour conclure, donc en Île-de-France, nous avons maintenant la possibilité de répondre à un certain nombre de questions. 30 ou 35 robots en Île-de-France, un observatoire et une communauté de personnes, d'équipes chirurgicales dynamiques, volontaires et tournées vers l'avenir. Nous avons la possibilité de progresser grâce à des équipes de recherche, des experts. Et en fait, on doit progresser parce que finalement, ces robots sont implantés finalement petit à petit avec un certain nombre de questions et ces équipes doivent travailler ensemble pour convaincre que cette technologie est plus performante et plus pertinente au profit évidemment de nos patients. Webinaire à chacun d'entre vous. Merci, professeur Philippe. Juste de répondre à quelques questions et pour conclure ce webinaire, je vais laisser la parole à M. Didier Jaffe, qui est directeur de l'offre de soins et qui va nous préciser le soutien et le regard de l'ARS Île-de-France sur la chirurgie robotique. Bonsoir à toutes et tous. Je crois, Elena, si j'ai bien compris, que c'est à moi de parler, parce que je viens juste de me brancher au même moment où tu étais en train de, donc, si j'ai bien compris, de m'annoncer. C'est ça, exactement. Bon, bonsoir à toutes et tous. Tout d'abord, désolé de vous rejoindre que maintenant, puisque c'est comme toujours très, très oppressant de devoir conclure un séminaire auquel on n'a pas participé. Et je m'empresse quand même de saluer toutes les têtes connues que je vois à l'écran pour vous dire plusieurs choses. En tous les cas, d'une part, je crois que ce webinaire était attendu depuis longtemps pour que vous puissiez échanger, notamment entre docteurs et professeurs, et c'est toujours ça qui est important, et directeurs, bien entendu, entre professionnels que vous êtes, vous puissiez évoquer l'ensemble de ces sujets sur la chirurgie finalement mini-invasive, assistée par robot, si je reprends les termes exacts que m'a préparé le professeur Henri-Jean Philippe, que je vois à l'écran. Vous dire que, en ce qui nous concerne, et je pense que ça a dû être dit aussi bien par Henri-Jean ou par Jean-Claude, qu'au final, que je salue également à l'écran, que la chirurgie pour le robot est vraiment quelque chose pour nous qui est aujourd'hui devenu indispensable. C'est-à-dire qu'un service de chirurgie, si on veut qu'il soit attractif, aussi bien pour les professionnels de santé que vous êtes que pour les patients, c'est devenu l'outil, j'allais dire, commun. Et c'est vrai que quand on ne l'a pas, c'est quand même un facteur très handicapant si on veut développer sa chirurgie. Moi, je l'ai vu, j'ai eu l'occasion de visiter un certain nombre de services et à chaque fois, ce que vous me dites en tant que professionnel, c'est que ce n'est pas qu'avec le robot, vous allez démultiplier l'activité ou faire je ne sais combien d'actes nouveaux, etc. Et c'est surtout que c'est un facteur d'attractivité pour recruter des jeunes chirurgiens, pour recruter de la patientèle finalement, même s'ils ne sont pas soignés par le robot in fine, qui est extrêmement important et que donc on se doit d'avoir aujourd'hui. Et je pense que c'est vrai, et Jean-Claude au final, à qui nous avions confié cette mission délicate de faire, entre guillemets, une sorte d'audit
et de tours de pistes sur la région de ce qui existait, ce qu'on devait développer, etc., a bien montré par ailleurs que c'était aussi un facteur d'amélioration de la qualité de la prise en charge, c'est-à-dire que, et notamment du développement de l'ambulatoire, puisque on le voit bien, moi j'avais été très surpris dans son rapport sur une donnée que je cite toujours, donc ceux qui m'ont déjà entendu vont me trouver complètement ringard, mais la donnée élémentaire pour moi, c'est que avec robot ou sans robot, on multiplie pratiquement par 10 le développement de l'ambulatoire, et que ce qu'on faisait, une certaine pratique sans robot, dès qu'on a le robot, on ne pratique plus son art, l'art des chirurgiens que vous êtes, de la même manière. Voilà. Et ça, du coup, ça veut dire quand même que pour les malades, in fine, moi je considère qu'il y a une sorte d'inéquité de traitement, parce que ça signifie que finalement, quand il y a un robot, on n'est pas pris de la même manière que quand il n'y en a pas. Et donc, ça veut dire que tout le monde doit pouvoir avoir accès, bien entendu, en fonction des recommandations en la matière, mais doit pouvoir avoir accès à une chirurgie par robot. Sinon, voilà, c'est pas normal. Et alors, c'est vrai que sur la région, même si nous sommes, comme toujours, généralement une région très avancée, avec un nombre de plateaux techniques chirurgicaux quand même extrêmement fort. Là, je sors d'une interview avec un grand journal du coin. C'est vrai que quand on compare la région à d'autres régions, on a quand même des plateaux, des établissements quand même beaucoup plus en nombre, quoi qu'on en dise, que même si on a beaucoup de population à servir, mais quand même, quand vous comparez tout ça aux autres régions, en fait, ce n'est pas comparable. Et c'est vrai que pour autant, on ne peut pas dire que sur les robots, nous soyons si en avance que ça. Alors, je pense que le secteur privé, lui, l'a compris beaucoup plus vite. Et c'est vrai, a investi dans de nombreuses cliniques. Je vois d'emblée Gorka à l'écran, mais a investi, y compris dans des cliniques, et ce n'est pas péjoratif dans mes propos, qui sont de petite taille, et il y a des robots. Voilà, je cite souvent, je crois que c'est la clinique de Livette à Longjumeau, je crois qu'il y a un robot, donc c'est toujours très étonnant. Autant vous dire que en face, à l'hôpital, il n'y a toujours pas de robot, puisque pour l'instant, le nouvel hôpital n'est pas encore construit. Et c'est vrai que je pense que c'est une perte à la fois pour nos docteurs, c'est une perte pour les malades. Il faut absolument qu'on rattrape ce retard côté secteur public. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Et d'ailleurs, le privé, je pense, à ce titre-là, ne l'a pas fait non plus n'importe comment. C'est-à-dire que la logique de groupe et de localisation, finalement, de ces robots, elle n'est pas faite par hasard, quand on regarde bien où ils sont positionnés. Je pense que pour le secteur public ou pour le secteur des ESPIC, ça doit être exactement la même chose. Moi, je ne crois pas, par exemple, parce que tous les établissements doivent avoir un robot. Mais en revanche, sur chacun des sous-territoires des différents départements de notre région, obligatoirement, il doit y avoir des robots dans le public et dans le privé. Après, on peut imaginer des partages. Et ça, je dois dire que ça, c'est aussi l'enseignement de la crise. Quand je vois ce que vous avez été capable de faire sur la réanimation, sur la médecine, c'est-à-dire de travailler main dans la main et ensemble, on peut imaginer que sur la robotique chirurgicale, ce soit la même chose. Mais avant tout, ça suppose des accords entre vous. Et notre job à nous n'est pas de dire il faut un robot tous les 4 km. Non, notre job, c'est de faire en sorte qu'il y ait bien sur chacun des territoires des robots. Et après, où ils sont et comment ils sont utilisés, c'est les acteurs que vous êtes public-privé qui devaient le définir territoire par territoire. Je crois que là, on doit vous donner la souplesse dans l'organisation. Alors, nous, on avait quand même dit avec Jean-Claude et puis avec Henri-Jean que dorénavant, effectivement, un GHT sans robot, alors GHT MCO, je ne parle pas des GHT qui sont uniquement, par exemple, sur la psychiatrie, bien entendu, mais un GHT qui a des activités MCO doit être équipé d'un robot. Voilà, je ne vois pas comment ça peut fonctionner comme ça. C'est comme si je disais le groupe Ramsay Santé, pour ne citer que lui, ou le groupe Almaviva, ou le groupe Elsan, on leur disait vous n'aurez qu'un robot, ça n'a pas de sens. Je pense que vraiment on doit aller là-dessus. On avait constitué donc ce groupe de travail, je l'ai dit, la mission que nous avions confiée à Jean-Claude, qui nous a remis son rapport, avec un certain nombre de recommandations qui par ailleurs sont des recommandations internationales, parce que comme toujours, si on se compare aux pays anglo-saxons, aux États-Unis ou encore à l'Australie, alors là, on est quand même carrément en retard. Et moi, je suis toujours comment dire,
Je suis un fervent défenseur de l'idée que la santé n'est pas une dépense, mais c'est un investissement. Je pense que le robot en est l'illustration parfaite. Moi, je rêve qu'enfin nous fabriquions des robots chirurgicaux en France, avec des entreprises donc françaises qui donc vont faire rentrer des sous dans les caisses de l'assurance maladie et donc, in fine, équiper tout le monde de robots, ce ne sera pas une dépense, ce sera un investissement formidable et on va faire rentrer des cotisations sociales. Ça n'engage que moi, mais je crois que renverser le paradigme et à force de tout le temps parler de maîtrise des dépenses, c'est le meilleur moyen pour qu'en fait on appauvrisse notre système et qu'il n'y ait aucun investissement dans les équipements. Alors que si on développait tout ça et si on avait nos propres entreprises plutôt que d'aller les chercher, moi je n'ai rien contre les Anglais ou les États-Unis ou quoi que ce soit, mais finalement si on peut les développer chez nous, tant qu'à faire, ça pourrait être aussi bien. Voilà. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on investisse là-dessus. C'est pour ça que nous, on veut vous accompagner. Je l'ai dit. Notre rôle, c'est de vous aider, y compris dans les préconisations éventuellement techniques, etc. Dans tous les cas, pas moi, bien entendu, parce que moi, je n'y connais strictement que dalle. Mais Henri Jean et notre référent chirurgique, vous connaissez maintenant tous et bien avec l'aide de Jean-Claude, sont là pour vous aider et faire en sorte que ça fonctionne. Donc, ce webinaire que vous avez organisé, alors je passe sur les modalités parce que nous serions dans le monde d'avant, on se serait tous retrouvés dans un amphithéâtre sympathique et au bout duquel nous aurions pu trinquer et boire un coup ce soir, n'est-ce pas? Donc, on le fera tous chacun chez soi, gentiment. Mais je pense que c'était important que vous l'ayez. On a, je pense, dorénavant l'état des lieux existant qui est fait. Il faut qu'on sache aussi rebondir et utiliser les retours d'expérience des robots qui sont déjà en fonctionnement. Ça, je pense que c'est extrêmement important et voir quels sont les avantages, les inconvénients, y compris sur les choix d'équipement. Je suis extrêmement vigilant là-dessus parce que quand même, je pense qu'il faut sortir aussi de la position un peu monopolistique de certains fabricants ou d'un fabricant pour un peu élargir le marché et que vous ne soyez pas tributaire de tout ce mode de fonctionnement-là. Voilà, je pense qu'après, notre job, c'est aussi, je pense, d'avoir avec vous une sorte d'observatoire de toutes ces pratiques et de tous les centres qui vont être équipés, de manière à partager, un peu comme vous l'êtes ce soir. Moi, je vois 164 participants, donc vraiment bravo. C'est quand même un super succès, tout ça. Et tout ça dans une période quand même de crise que nous vivons depuis un an, donc où nous sommes tous finalement occupés aussi sur plein d'autres choses. Et puis, vous appuyez, ça je pense que c'est le rôle de l'agence, vous appuyez aussi bien administrativement. Alors, financièrement, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va financer les robots, non, parce que moi, je considère quand même que l'établissement, ça doit être un choix d'établissement. L'établissement doit comprendre que cet investissement, il va en faire un retour, encore une fois, aussi bien en termes de personnel qu'en termes d'activité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des accompagnements par-ci, par-là. Je pense à l'enveloppe des investissements du quotidien, etc. Mais avant tout, si on veut que ça prenne et si on veut que les directions d'établissement et les CME s'imprègnent et prennent vraiment ce sujet, il faut qu'ils le considèrent comme, oui, j'investis dans ma boutique, mais parce que j'investis pour l'avenir. Et finalement, le coût du robot, qui certes va représenter quelques millions au départ, va lui en rapporter beaucoup plus pour les 10 ans qui viennent devant. Et ça, je pense que c'est comme ça. Et donc, le financer intégralement, je pense, n'aurait pas de sens parce que ça fait perdre finalement la logique de cet investissement indispensable dans les outils de travail. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, on a aussi, bien entendu, validé, je parle sous le contrôle d'Henri Jean, quand même quelques budgets pour accompagner tout ça, y compris en termes de formation, d'ingénierie, etc. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne donne rien, mais je pense que moi, je veux vraiment faire comprendre que c'est comme quand on recrute un docteur. Quand on recrute un docteur, ce n'est pas un coût. Le docteur, d'une part, on en a besoin. Ce qui coûte vraiment cher, c'est de ne pas avoir de docteur. Ça, c'est sûr que là, c'est la catastrophe assurée. En revanche, en avoir beaucoup, pour moi, c'est une chance. Voilà. Et donc, les robots, c'est un peu pareil. Surtout que ça accompagne les docteurs. Généralement, ça leur fait plaisir en plus. Donc, ça rend des docteurs heureux. Donc, ça change un peu. Donc, je pense qu'il faut y aller. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on met effectivement
beaucoup d'énergie sur cet aspect de la robotique chirurgicale et qu'on sera l'agence à vos côtés pour vous accompagner d'une manière ou d'une autre dans l'équipement sur l'ensemble des territoires et faire progresser, voilà, parce que notre rôle, c'est quand même constamment de s'améliorer et d'accompagner, de faire progresser la technique. Et je vois que d'ailleurs, en termes de technique, que ce soir, finalement, il y a 2 Didier Jaffre à l'écran, un qui se cache, je ne sais pas qui est mon clone, et l'autre qui cause, mais comme quoi, on a déjà inventé le dédoublement de personnes. Voilà, en tous les cas, vraiment, merci beaucoup à vous. Merci à tous les intervenants qui ont participé ce soir à ce webinaire. Je remercie les organisateurs, bien entendu, en particulier l'Observatoire de la chirurgie ambulatoire. Vous savez quand même que c'est aussi une spécificité francilienne, tout ça, et que si tout ça se fait, c'est parce que cet observatoire a été mis en place. Je remercie bien sûr Henri Jean et l'ensemble des équipes de l'agence qui sont sur ce webinaire depuis longtemps. Voilà, je vous souhaite aussi quand même beaucoup de courage, puisque vous le savez, la crise n'est pas finie. On est encore dans une situation de tension extrêmement forte, avec des taux d'occupation de nos établissements très élevés pour des malades Covid. Ça joue d'ailleurs, je le sais, sur vos services de chirurgie, même si on essaye de déprogrammer le moins possible. Mais aussi, on apprend, vous le savez, que certains malades d'eux-mêmes renoncent aux soins. Donc là, on a aussi un gros boulot à faire sur ce sujet-là. Tout est fait pour essayer que la situation reste à ce plateau comme on le connaît depuis 15 jours. Mais on n'est jamais à l'abri du jour au lendemain à ce que l'effet des variants fasse qu'on ait une croissance exponentielle avec des équipes, et je le sais, dans les établissements qui sont quand même, au bout plus d'un an de crise, épuisés, fatigués, qui ont l'impression de ne pas en voir le bout du tunnel. Mais finalement, la chirurgie a le robot, et je serais tenté de dire que le Covid a trouvé quand même son arme en face de lui, qui est le vaccin. Ou plus exactement les vaccins, et avoir trouvé en moins de 9 mois plusieurs vaccins pour contrer ce fichu virus, je pense qu'on va enfin s'en sortir, et que j'espère que le prochain séminaire sur les robots, et j'en terminerai par là, pourra se faire en physique, et que nous pourrons trinquer ensemble, peut-être en respectant encore quelques gestes barrières, mais au moins qu'on puisse se voir de visu. Voilà. Merci beaucoup à vous toutes et tous, en tous les cas, d'avoir participé, d'avoir contribué au séminaire, et de faire progresser finalement notre organisation et notre réponse du système de santé sur la chirurgie en région Île-de-France. Bravo à vous. Merci beaucoup. On va continuer en fait parce qu'on n'a pas tout à fait fini après ces remerciements bienvenus pour les organisateurs de ces échanges. On a une vingtaine de minutes pour échanger. Un certain nombre de questions ont déjà été formulées, d'autres vont l'être encore, j'en suis certain. Alors pour rebondir peut-être sur des questions qui ont été posées, des thématiques qui ont été évoquées, et en essayant de les reprendre et de les reformuler, moi je vais peut-être avoir 2 principales questions. La première qui a été posée par certains des participants renvoie à l'expérience des patients par rapport à l'utilisation des robots, et qu'on pourrait peut-être décomposer à la fois sur le type d'information qui est donné aux patients en fait, donc plutôt dans une situation préopératoire, comment ça se passe, quel type d'information, quel type de réaction ça induit, et peut-être à plus long terme, ça a été évoqué à propos de la chirurgie pédiatrique, quel type de réaction on a en termes de satisfaction à plus long terme. Donc, je ne sais pas qui souhaite répondre à cette première question, mais je garde encore la parole une petite seconde pour évoquer une deuxième thématique qui renvoie à des éléments qui ont été à la fois présentés, notamment au début, et puis voilà, sur la politique d'accompagnement et d'investissement à laquelle appelait Didier Jaffre à l'instant. Moi, ce qui me frappe en tant qu'observateur, c'est l'hétérogénéité du niveau d'équipement au niveau régional, avec des gradients sociaux qui sont assez forts, mais même dans les établissements où ces équipements sont développés, on a des profils qui sont quand même extrêmement hétérogènes du point de vue des pratiques, du point de vue des activités. Donc ça pose probablement la question de la manière dont cette hétérogénéité est appréhendée de manière dynamique. Est-ce qu'on est dans un scénario, et je crois que ce n'est pas les perspectives qui sont envisagées, d'un
une sorte d'équipement un peu généralisé? Est-ce qu'on a une logique qui est plus focalisée? On parlait des GHT à l'instant. Est-ce qu'on doit envisager des formes de gradation, de niveau, avec des cibles qui sont éventuellement envisagées dans ces logiques-là? C'est aussi une des logiques d'organisation des soins à l'échelle de l'Agence régionale de santé de l'Île-de-France. Donc voilà, donc peut-être deux questions, une sur les patients et une autre sur la gradation en fait des niveaux et des soins comme une perspective éventuellement un petit peu dynamique. Et puis on reprendra ensuite peut-être d'autres questions. On aura certainement un peu le temps. Alors je ne sais pas qui souhaite y répondre. Peut-être Jean-Claude Couffignal, peut-être d'autres. Je pense, moi je renverrai la question à Thomas puisqu'il est il est en première ligne avec les enfants, avec les familles, etc. Et c'est quelque chose qui, tel qu'il nous l'a présenté, semble bien maîtrisé. Je crois qu'il est bien placé pour répondre à cette question. Alors, merci pour votre question. Alors, il y a beaucoup de fantasmes autour de la chirurgie robotique. La première chose importante à dire, c'est que malheureusement, le robot ne fait rien et qu'il n'est qu'une interface entre le chirurgien et le patient, bien sûr, et qu'il est juste là pour aider à la précision du geste opératoire. Alors, avec Internet, avec YouTube, tout ça, les parents me concernant et les enfants sont déjà très bien informés de quel type de robot on va utiliser, comment ça se passe au bloc opératoire. Et donc, moi, quand je les vois en consultation préopératoire, je leur dis d'aller voir sur YouTube. Il y a plusieurs émissions de télé qui ont été tournées au bloc opératoire avec un but très didactique pour expliquer l'organisation du bloc opératoire, comment se passe une intervention en chirurgie robotique, quelles sont les différentes étapes de la chirurgie robotique. Ensuite, il y a des patients qui viennent se faire opérer à Necker et qui ne savent pas qu'on a un robot. Et par contre, il y a des patients qui viennent se faire opérer parce qu'il y a un robot. Il y a des patients qui viennent de l'Europe parce qu'ils savent qu'à Necker, on a développé un programme de chirurgie robotique avec des thématiques particulières. Et donc, ils sont très demandeurs d'être opérés au robot. Alors, parfois, on leur explique que l'indication opératoire ne sera pas faite au robot parce que ce n'est pas pertinent, parce que ce n'est pas une bonne indication. Et parfois, on leur dit, voilà, effectivement, ça rentre dans le cas des indications validées dans le service pour la chirurgie robotique. Et concernant la satisfaction des patients, alors moi, je vais vous parler de la satisfaction des parents. Dans le cadre de notre étude PECROP, Sarah Bouchard, qui est l'ARC qui travaille avec moi, appelle systématiquement les parents à J7 pour évaluer les suites post-opératoires, pour évaluer le recours aux antalgiques, mais également pour évaluer la satisfaction des parents. Et on pose comme question le retour aux activités des enfants, le retour à l'école et le retour au travail des parents. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en pédiatrie, il y a l'enfant et il y a les parents. Et vous imaginez bien que quand un enfant est hospitalisé, les parents doivent poser des arrêts de travail. Et dans le cadre de l'étude médico-économique qu'on fait, on s'intéresse à la durée d'arrêt de travail des parents parce que pour la société, ça fait partie du coût global de la prise en charge de leurs enfants. Et donc, voilà, on essaye d'évaluer sur tous ces aspects-là la satisfaction des parents et des enfants. Juste un petit mot là, pour dire, au point de vue de cette étude économique, c'est évident que la part de dire que le robot coûte cher, etc., il coûte cher au bloc opératoire. Didier Jaft nous a compris que c'était bien une autre problématique. Des pays comme le Danemark je veux dire, veut un tout robotique et pas mal de pays européens, je veux dire, font une cotation plus élevée pour les actes robotiques parce qu'ils se sont rendus compte en termes de santé publique qu'à la fois ils augmentaient, comme on l'a vu dans ta présentation, ils augmentaient le taux de manière très importante, le taux de chirurgie mini-invasive et qu'ils avaient une diminution des coûts très très important. Et l'étude complète des coûts qu'on commence à faire avec la CNAM, qu'on ne pouvait pas faire avant, montre effectivement je veux dire, des coûts secondaires qui sont dépensés pour les patients. Et Thomas nous dit aussi, quand on est en chirurgie pédiatrique, les coûts, je veux dire, quand on réduit les DMS et quand on fait ce genre d'activité et qu'on augmente la part de chirurgie mini-invasive, eh bien, je veux dire, ça touche, il y a des coûts annexes très importants comme les parents, les arrêts, etc. Et je crois qu'il y a sur le plan sociologique, sur le plan collectif, il y a un gain important au point de vue financier. Hein. Je veux dire, c'est rapporté en Allemagne, en Angleterre, au Danemark et en Norvège.
Et par exemple, si on regarde le groupe de patients très spécifique de l'oncologie pédiatrique au robot, non seulement on a montré que, par exemple, pour les tumeurs du rein, on avait diminué par 2 la durée d'hospitalisation, qu'il y a, en termes de séquelles esthétiques, un enfant qui a une grande cicatrice typhopubienne et un enfant qui a 5 petites cicatrices sur l'abdomen toute sa vie, on ne lui demandera pas c'est quoi cette cicatrice sur ton abdomen. Et ça, je pense que le droit à l'oubli dans le cancer de l'enfant est très important. Et puis, quand on a regardé le délai de reprise de la chimiothérapie post-opératoire, qui est un élément essentiel dans la prise en charge de ces enfants, eh ben, les enfants qui ont été opérés au robot, aucun n'a eu de retard dans la prise en charge en termes de chimiothérapie post-opératoire. Donc, vous voyez, petit à petit, on se rend compte, grâce à toutes les analyses qu'on mène, on se rend compte d'avantages secondaires périphériques, mais qui nous semblent à nous très importants dans la prise en charge globale de ces enfants. Et donc, il n'y a pas de raison que ce soit différente chez les adultes. Merci. Alors, il y aura peut-être d'autres réactions sur la satisfaction des patients. Je reprends une question qui est formulée, qui renvoie un peu à cette thématique, mais presque en inversant un peu le questionnement, en regardant plutôt du point de vue des dysfonctionnements. Tout à l'heure, Gorka Noir parlait des problématiques de plainte, de responsabilité, etc. Quels sont les types de dysfonctionnements qui peuvent être observés, qui reviennent un peu en termes de retour de pratique? Voilà, comment cette question-là apparaît-elle au fur et à mesure que les expériences se multiplient? Peut-être Gorka Noir. Oui, je pense que je suis beaucoup moins compétent que les chirurgiens qui sont présents pour en parler, hein. Moi, heureusement, on n'a eu qu'un seul cas en 3 ans et qui n'était pas directement lié à l'utilisation du robot. Mais enfin, je pense qu'il faut que le docteur Blanc ou le docteur Roupré en parle. Alors, c'est sûr que le dysfonctionnement du robot, c'est une crainte et une hantise quand on débute un programme de robotique. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant la chirurgie robotique, le chirurgien, il est à la console. Il n'est pas stérile. Et tout à l'heure, Henri-Jean-Philippe en parlait. L'arrivée d'un robot au bloc opératoire va complètement modifier l'écosystème du bloc opératoire. C'est-à-dire que le rôle de chirurgien, de l'interne du chef de clinique, de la penseuse, de l'anesthésiste et de l'UAD sont complètement bouleversés par l'arrivée du robot. Et donc, nous, quand on a encore plus en pédiatrie, hein, parce que l'espace pour l'erreur en pédiatrie est encore plus faible. D'accord ? Et donc, nous, avant de débuter notre programme de robotique à Necker, on s'est mis dans des situations de dédocking en urgence, de dysfonctionnement du robot, du dysfonctionnement d'un instrument, pour essayer d'anticiper au maximum qui doit faire quoi quand on va être dans cette situation-là. Et donc, nous, on a eu ce qu'on appelle un dédocking en urgence, c'est-à-dire qu'on a eu un saignement massif qui a dû conduire à un dédocking en urgence. Et on a été très agréablement surpris par la qualité de la réaction de chacun des intervenants au bloc opératoire. D'accord ? Mais parce qu'en amont, il y a eu un travail de formation des chirurgiens. Dès que les internes arrivent, ils sont formés. Formation des IBOD. Tout à l'heure, on parlait avec Morgane du G10, mais on a créé un G10 IBOD, puisque le rôle des IBOD est absolument essentiel. Donc maintenant, chaque site de l'AP qui a un robot, il y a 2 infirmières IBOD référentes pour la robotique, et donc elles ont un groupe de travail, de la même façon que les chirurgiens, justement pour voir comment on peut améliorer la formation, comment on peut améliorer la gestion des risques au bloc opératoire, comment on peut anticiper tout ça. Ensuite, bien évidemment, le robot, parfois, il tombe en panne. Alors, on a eu quelques problèmes, une pince qui dysfonctionne, un bras qui dysfonctionne, un robot qui ne veut pas s'allumer le matin. Et donc, il y a un espèce de service après-vente très bien fichu. On appelle la hotline, on appelle aux États-Unis, ils vous mettent un correspondant qui parle soit anglais, soit français, et ils prennent le contrôle du robot à distance pour réparer le robot, un peu comme avec une Tesla. Mais c'est vraiment à la marge, c'est-à-dire qu'on a eu peu de problèmes techniques, mais il faut savoir que ça peut arriver. Et si ça arrive, il faut être prêt à continuer l'intervention en chirurgie stéréoscopique ou en chirurgie ouverte. Mais voilà. Mais donc, le plus important, le message le plus important, c'est qu'il faut que les professionnels du bloc opératoire soient formés à ces dysfonctionnements pour éviter les problèmes. Je voudrais rajouter un petit quelque chose à ce que tu dis et qui est parfait. C'est qu'on a une monoculture, Da Vinci. Je veux dire, quand on connaît et on voit les nouveaux robots qui arrivent, l'environnement du bloc change est différent. Je veux dire, on a moins d'immersion, on a
sur le bloc sur le patient, moins de place prise. On peut avoir des conversions qui se font directement sans dédocking avec de la célioscopie standard, etc. Donc, je pense que tu dis est vrai pour ce robot qui est une grande efficacité, mais je crois que toute l'ergonomie et le champ de la robotique est en train de changer avec l'ouverture de la concurrence et les robots qui sont en train d'arriver là. Je veux dire, il y en a qui sont installés, les autres d'autres marques vont être installés dans les quelques mois qui viennent. Donc c'est quelque chose, ça sera une autre expérience. Quant à la formation, évidemment, par équipe, elle est indispensable. Elle est faite partout, elle fait partie du cahier des charges. Mais bien sûr, vous l'améliorez, vous, pour vos équipes. La chirurgie s'est adaptée au Da Vinci. Hein. Ce n'est pas l'inverse qui s'est produit. Maintenant, ce qui est important, ça serait d'essayer d'avoir des robots qui s'adaptent à la pratique chirurgicale. Oui, tout à fait d'accord, Jean-Claude. Pardon. En tout cas, une certaine diversité, si je comprends bien, je vous laisserai la parole après bien volontiers. Peut-être pour reprendre une des questions qui a été posée, on a eu qui renvoie aussi à ce que vous disiez, Docteur Blond. On a eu des éléments de présentation sur les niveaux d'équipement, sur le nombre de robots, sur leur répartition d'un côté. On a eu des éléments sur le type d'activité qui était induite dans les différents domaines de spécialité. Et puis entre les deux, il y a la question finalement de l'organisation. Et moi, je m'interrogeais sur la taille des équipes. Il y a celle qu'a présentée le professeur Roupré. Est-ce qu'on a une très grande hétérogénéité dans les tailles d'équipe autour de ces robots selon les établissements? Est-ce que du point de vue de la diversification des types d'équipements qui sont prévus, on a aussi des formes d'organisation, alors que ce soit du côté médical ou du côté des autres professions de santé qui interviennent, des choses qui sont très variables? Est-ce qu'il y a une taille critique à viser? Comment vous envisagez ces éléments-là? Alors, nous, dans le service, on est le même nombre de chirurgiens qu'à la Pitié, on est 14 chirurgiens, mais tous les chirurgiens ne sont pas formés à la chirurgie robotique, parce qu'il y a certains chirurgiens qui ont des activités plus spécifiques, par exemple les chirurgiens qui font de la néonatologie, ne sont pas formés à la chirurgie robotique. Au départ, on pensait qu'il y avait une place pour la chirurgie néonatale avec le robot, et puis il n'est pas adapté. Je veux dire, les trocars de 8 mm ne sont pas adaptés à la pédiatrie, donc on a arrêté de développer ce champ d'activité. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait un noyau dur de chirurgiens qui soient formés, qui soient bien formés, qui aient une activité suffisante au quotidien et qui puissent aider d'autres collègues à opérer, par exemple, un patient dont la pathologie serait vraiment tout à fait indiquée pour la chirurgie robotique. Donc, je pense qu'il faut avoir des experts en chirurgie robotique au sein d'équipes et on ne peut pas être expert en tout. Et donc, il faut qu'au sein d'une équipe, on se décide à, voilà, moi, ma thématique, ça va être la chirurgie robotique, ma thématique, ça va être la chirurgie, la microchirurgie. Enfin, voilà, il faut vraiment avoir un domaine d'excellence. Et je pense que la chirurgie robotique sera de plus en plus fiable et sûre quand le maximum de chirurgiens sera formé avec un beau niveau de formation. Et on voit que les internes qui passent aujourd'hui dans nos services sont de mieux en mieux formés. C'est-à-dire que dans tout leur terrain de stage à la PHP, et notre objectif, c'est ça, hein, c'est qu'à terme, tous les terrains de stage de l'AP soient équipés d'un robot pour qu'ils puissent, d'un semestre à l'autre, se former à la chirurgie robotique, être de plus en plus autonomes. Et quand ils seront chefs de clinique, quand ils s'installeront, que ce soit à l'hôpital, en CHU ou en clinique privée, ils aient ce background de formation à la chirurgie robotique. Et d'ailleurs, ça va devenir indispensable sur une carte de visite. C'est-à-dire qu'un hôpital qui n'aura pas de robot n'attirera pas des chefs de clinique qui, à terme, iront s'installer dans le privé. Et je pense qu'en termes d'attractivité, c'est absolument essentiel. Pour Daniel, je voulais rajouter une petite chose. Dans l'autre pensée, je ne peux pas dire de qui la pensée, peut-être de l'Académie de chirurgie, etc., ça passe bien avant. Je pense qu'il faut qu'on ait un permis de conduire robotique qui commence dès les études médicales. Toute la partie, je veux dire, du skill, de l'habilité, etc., est indépendante de la chirurgie. Elle est véritablement dans l'acquisition de cette technique, de manier le robot. Et l'idée en amont de l'école de chirurgie, puisqu'il y a un gros projet pour l'assistance publique, c'est de créer un permis de conduire robotique avec des écoles simplement où tout le monde pourra venir, exactement comme dans la simulation pour les avions, se préparer et avoir son logbook, c'est-à-dire tout ça est dans le cloud, et ça permet à chacun d'avoir son carnet de bord
qui va permettre d'arriver et effectivement de présenter à la clinique. Et quand ils vont arriver, je veux dire, à l'école de chirurgie pour travailler avec l'école qui est en train de faire l'assistance publique, eh bien, ils sauront déjà bien manier les robots, et non seulement un robot, mais avoir une licence robotique, mais avoir une qualif sur le Medtronic, le CMR, le Da Vinci, etc. C'est tout un temps de gagner de préparation pour que nos collègues, nos professeurs, là, enseignants, puissent avoir dans leurs écoles, je veux dire, des gens parfaitement formés et arriver directement sur ce qui est l'utilité de l'école, c'est de travailler sur les techniques chirurgicales, de travailler sur l'ensemble. Donc ça, c'est un projet important et je m'arrête. Non, ce que dit Jean-Claude est absolument essentiel. Et donc, il y a en ce moment au niveau de l'AP-HP, avec François Crémieux, Martin Hirsch et Nicolas Castoldi, la volonté de relancer une vraie école de chirurgie à l'AP-HP. Et donc, avec Morgane, dans le cadre du G10, nous, on s'intéresse particulièrement à l'école de chirurgie robotique, parce qu'il ne vous a pas échappé que l'avenir de la chirurgie, ça va être la chirurgie robotique. Alors après, sous toutes ses formes, je pense qu'à terme, au bloc opératoire, il y aura différentes marques de robots, différents systèmes de robots, mais il y aura aussi, aujourd'hui, on utilise le robot intuitif pour du thorax, de la gynéco, de l'uro. Or, on n'a pas les mêmes instruments, on n'a pas les mêmes problématiques au quotidien au bloc opératoire. Donc, je pense qu'à terme, il y aura un robot qui sera fait pour les thoraciques, un robot qui sera fait pour les chirurgiens pédiatres, un robot qui sera fait pour les chirurgiens uro et gynéco qui travaillent dans le petit bassin. Il y a des robots single port qui vont se développer, de la chirurgie transhiatale. Donc, je pense qu'à terme, il y aura plusieurs industriels avec plusieurs systèmes et que les hôpitaux disposeront dans leur bloc opératoire de plusieurs systèmes de robotique. Et c'est vers ça qu'on va évoluer. Et donc, en amont, ça veut dire qu'il faudra former. Alors, dès les études de médecine, ça serait une très bonne chose, mais déjà pendant leur internat et ensuite pendant leur clinica, il faut des lieux de formation. Aujourd'hui, un chirurgien comme Morgane Roupré, un chirurgien comme moi, on va former à Orsi, on va former à l'IRCAD parce qu'il n'y a plus de sites de formation à l'assistance publique en Ile-de-France pour former à la chirurgie, que ce soit la chirurgie robotique ou autre. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait de nouveau un centre de formation d'excellence en Ile-de-France pour les chirurgiens. Ça, c'est vraiment absolument essentiel. Et ensuite, on pourra ouvrir ces centres de formation à des chirurgiens du privé qui veulent développer une nouvelle technique. Ça, c'est indispensable. Merci beaucoup, c'est absolument fascinant. Je rends la parole à Henri Jean-Philippe, peut-être pour conclure d'ailleurs. Oui, peut-être quelques mots pour conclure. D'abord, pour vous remercier tous pour ce webinaire qui était évidemment passionnant. Si on veut en 3 mots dire les étapes de la chirurgie, en fait, la chirurgie a progressé grâce à l'anesthésie, grâce à les céoscopies, les gynécos. Et je pense grâce à la robotique aujourd'hui qui est une robotique un peu particulière parce que c'est une robotique qui est dans le prolongement de la célioscopie. C'est pas vraiment, comme le disait Thomas Blanc et puis d'autres personnes, c'est pas vraiment un robot qui opère. Il y a des robots qui opèrent, mais ils ne sont pas utilisés aujourd'hui ou très peu dans certaines indications. Mais ça sera probablement le quatrième étape. Mais donc en fait c'est le sujet aujourd'hui, c'est de la chirurgie mini-invasive. Donc, c'est un outil complémentaire pour simplifier, pour améliorer, pour sécuriser la chirurgie mini-invasive. Et là, je pense que vous avez compris dans le message de Didier Jaffre, en fait, quel est le souhait? Le souhait, c'est d'aider pour l'observation, parce que quand on vous écoute, vous qui êtes plus expert que moi de cette pratique, on s'aperçoit qu'il y a quand même encore un champ d'investigation, un champ de développement majeur. Ça signifie un champ d'analyse et un champ de progrès et donc d'évaluation. Et donc, je crois qu'en effet, que l'AP-HP évalue, mais ça fait partie de sa mission, mais que si l'ensemble des équipes chirurgicales de l'Île-de-France sont volontaires pour travailler ensemble, je pense qu'on progressera encore plus vite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc le soutien de Didier Jaffre pour la mise en place d'un observatoire au niveau de la RS Île-de-France me semble important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qu'il a cité aussi, c'est ce que disait Thomas Blanc il y a 2 minutes et Jean-Claude Quefinal, c'est la formation. Moi également, j'ai été à l'IRCAD il y a quelques années et c'est vrai que c'est quand même dommage d'aller à l'IRCAD alors qu'en Île-de-France, il y a un potentiel majeur qui est lié aux experts, qui est lié au public, aux étudiants, aux internes.
Et donc, il faut à tout prix que ça soit mis en place à Paris. Et je pense que vous pouvez compter sur le soutien de Didier Jaff, et moi, je le rappellerai, pour l'appui à la création d'un centre de formation en Île-de-France. Et c'est obligatoire. Et voilà, je pense que c'est les deux mots pour conclure. D'abord, premier mot, c'est merci à vous tous pour ce que vous faites, parce que ça nous permet d'avoir une visibilité sur les innovations en chirurgie, et je pense que c'est nécessaire. Le deuxième point, sur les perspectives pour progresser, et pour progresser, il faut observer et il faut former. Donc, merci à vous tous, et je rappelle que ceci a été enregistré, ça sera un peu nettoyé, et ça sera en replay, je pense, dans le courant de la semaine prochaine. Donc, à très bientôt, et merci encore.